Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle d'auditions consacré aux grands subordonnés du ministre des Armées. Le cycle est pour nous l'occasion, à mi-année, de faire un point d'une part sur l'action menée durant le premier semestre et d'autre part sur les enjeux prioritaires auxquels répondre à l'avenir. Après le SGA, mercredi dernier, nous accueillons aujourd'hui le délégué général à l'armement, Monsieur Emmanuel Kiva. Merci, Monsieur le délégué général, pour votre présence ce matin. Monsieur le délégué général, vous assurez le copilotage du programme 146, équipement des forces, avec le chef d'état-major des armées. À ce titre, vous avez un rôle central dans la modernisation capacitaire des armées et dans la transformation de la DGA afin de favoriser une logique d'économie de guerre. Cette audition sera l'occasion pour vous de nous en dire davantage sur l'exécution de la LPM, les actions entreprises dans les 6 premiers mois plutôt de l'année 2025 et les éventuels ajustements prévus en A2PM pour adapter notre outil de défense à l'évolution des menaces. La semaine dernière, une délégation de la Commission s'est rendue au Salon du Bourget, ce qui a permis de constater le dynamisme de la BITD française. Certaines entreprises nous ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis du rythme des commandes et de la soutenabilité de l'effort de défense. Lors de sa dernière audition devant notre commission, le ministre a indiqué que les réserves de précaution appliquées au programme avaient pu empêcher d'avancer dans les nouvelles commandes de l'année en cours. Il nous a précisé qu'un premier dégel avait lieu à sa demande et qu'il en espérait un second avant le 14 juillet. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la progression des commandes prévues en 2025 à la suite de ces différents gels et dégels? Ces contraintes vous ont-elles obligé à revoir la programmation capacitaire en reportant ou annulant certains programmes? Par ailleurs, dans son dernier rapport, la Cour des comptes évoque de potentiels risques de soutenabilité budgétaire pour la mission de défense à travers l'accroissement significatif des autorisations d'engagement affectées non engagées et l'augmentation des restes à payer. Cette situation, que l'on peut qualifier de crise de croissance, contribuerait à rigidifier les paiements à venir et la marge de manœuvre du ministère. Partagez-vous ce constat? Si oui, comment y remédier? Voilà, Monsieur le délégué général, un propos liminaire avec quelques questions. Et à présent, je vous cède respectueusement la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je constate qu'il fait toujours aussi chaud dans cette salle. Mais bon, la prochaine fois, je ferai comme Madame la députée et je prendrai un éventail. C'est ça. Donc je suis très heureux de passer en premier, vous voyez. Bien, de toute manière, je suis effectivement heureux d'être présent devant vous pour dialoguer des conséquences capacitaires, d'abord du contexte géostratégique actuel et des actions qui sont mises en place déjà pour s'y adapter. Je vais tenter de répondre à vos questions pendant mon propos liminaire, à la fois sur l'aspect budgétaire LPM et également sur le Salon du Bourget. Je propose de vous en faire un petit résumé parce que je pense que ça correspond bien finalement à l'état d'esprit à la fois de nos entreprises mais aussi aux perspectives et aux défis capacitaires qui nous attendent. Bon, nous sommes effectivement dans une période de difficulté budgétaire et je pense qu'il est de toute manière essentiel de justifier les actions qui sont menées en faveur de la défense aux yeux des citoyens. C'est toute la légitimité de notre action et je pense que cet exercice de pédagogie est parfaitement salutaire. Je pense que la dernière intervention que j'avais faite devant vous, c'était en décembre 2024, jour du vote de la censure du gouvernement Barnier. Et depuis cette date, et malgré, n'y voyez aucun message, depuis cette date et malgré un contexte politique et budgétaire assez inédit, les équipes de la DGA sont à l'œuvre. Elles sont à l'œuvre pour équiper les forces, adapter leurs besoins à ce contexte géostratégique. J'avais mis en
permanente évolution, mais en fait, de jour en jour, ça se durcit et ça se modifie. Anticiper, et là aussi le ministre y a fait allusion, et je pourrais revenir là-dessus, les ruptures technologiques, dont certaines vont devenir des ruptures géostratégiques. Je serais très heureux, généralement c'est LFI qui m'interroge sur le quantique, mais si vous le souhaitez, je suis parfaitement à l'aise pour répondre. Accélérer le développement des innovations, et puis approfondir la coopération européenne et internationale, sujet d'actualité s'il en est, si on regarde ce qui se passe du côté de l'OTAN aujourd'hui. Alors, une DGA engagée pour répondre aux défis capacitaires malgré les contraintes budgétaires. Effectivement, alors que ces crises non seulement s'accélèrent, mais se superposent, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, et que la demande de réarmement augmente, notamment à la lumière d'un possible désengagement de certains de nos alliés, notre politique de défense nationale doit être en mesure de répondre à ces défis indépendamment de la situation budgétaire inédite que nous traversons. Et c'est l'état d'esprit de la DGA dans cette année 2025. Alors, j'étais au Bourget, je sais bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se posent des questions, voire qui sont en panique face à la situation actuelle. Chaque année, on observe ces mouvements de panique qui sont liés à des facteurs qui sont finalement inhérents au fonctionnement de la LPM, puisque chaque année, on a des décalages en raison de l'engagement des actes principaux en fin de gestion, et par définition, comme c'est en fin de gestion, ça induit un certain nombre de stress. C'est dû au fait que d'ailleurs, le dénouement de ces négociations sur des programmes complexes ont lieu en fin d'année. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez classique et sur lequel nos industriels et nous-mêmes avons l'habitude de jouer. Ce qui veut dire qu'au cours de l'année, traditionnellement, il y a finalement assez peu de commandes qui sont passées. Le reste à payer, donc j'imagine que sur lequel vous souhaitiez que je m'exprime, c'est quand même le résultat de la durée des programmes de défense et de l'échelonnement de ces crédits de façon pluriannuelle. C'est donc le signe des commandes passées. Et au passage, je rappelle que c'est pas quelque chose de négatif pour la base industrielle et technologique de défense, puisque nous payons, comme je crois l'a rappelé le ministre pendant son audition, des intérêts moratoires. Et à titre de comparaison, bien, écoute, les commandes passées au cours des années précédentes correspondent à 16 milliards en 2024 et 17 milliards en 2025. Et puis le report de charges qui est étroitement lié au déclenchement des commandes en fin de gestion, et je m'en suis expliqué juste avant. En février dernier, vous avez voté un budget qui permet d'exécuter l'ensemble de l'agrégat budgétaire prévu par la LPM pour 2025. Ce budget est donc en croissance, et je dis devant vous, la LPM est respectée. Il n'y a pas eu d'annulation de crédit. Et pourtant, j'entends de nombreuses critiques, et l'objectif de ma présence, c'est quand même également de tenter de vous rassurer sur ces différents points. Alors, comment expliquer le décalage entre la volonté d'augmenter le budget de la défense et la réalité telle qu'elle peut être perçue par les entreprises? Et j'imagine chacun dans votre circonscription respective, vous avez pu expérimenter cela. D'abord, évidemment, quand il y a une censure du gouvernement, et je ne fais pas de politique et je ne juge rien, mais bien évidemment, ça a des conséquences, et des conséquences sur le calendrier d'exécution du budget. Au lieu d'engager au début de l'année, eh bien, le vote tardif du PLF 2025 n'a permis à la DGA que d'engager depuis le mois de mars 2025. Ce décalage temporel, il est en cours de rattrapage. Je tiens à souligner la réactivité de nos équipes, puisque les négociations des contrats ne se sont jamais arrêtées avec les industriels, et nous sommes tenus prêts à engager dès la libération des crédits. C'est une méthode efficace d'anticipation qui a limité, je pense, l'impact de la période de service votée. Et actuellement, nous sommes en phase de rattrapage du retard grâce à cette première phase du dégel. L'objectif restant d'engager toutes les dépenses prévues dans la LPM pour 2025, en restant évidemment des investisseurs avisés et responsables. Il y a 6 semaines, nous avons ainsi pu dégeler 650 millions d'euros. Le retard, d'autre part, il est à relativiser. À date, les commandes passées ont donné lieu à 10 milliards d'euros de paiement en 2025, soit 1 milliard de plus que l'année précédente. À la même date, c'était 9 milliards d'euros. Concrètement, la DGA paye entre 50 et 70 millions par jour ouvré. En ce moment, on décaisse ça. Fin mai 2025, on en était à 3 milliards de commandes nouvelles,
versus 4 milliards fin mai 2024. Donc on est quand même dans des choses qui sont assez similaires. Et d'après nos prévisions, nous serons fin août à 1 milliard d'euros au-dessus du niveau de commande de l'année passée. Donc ces critiques sur le manque de commandes passées auprès des entreprises sont à nuancer. Dès le vote du budget, la DGA a passé des commandes avec des priorités, bien évidemment. Et c'est là que vous pouvez avoir des entreprises qui, n'étant pas dans ces champs de priorité, ont été plus inquiètes que d'autres. Les secteurs, d'abord, qui alimentent un tissu de PME et d'ETI, et notamment tout ce qui est cyber, MCO et télécommunications. Les activités qui irriguent un tissu d'acteurs locaux, donc dans les infrastructures, dans la maintenance, et puis les commandes auprès des principaux grands maîtres d'œuvre industriels et des grands opérateurs de l'État, bien évidemment en espérant un ruissellement, et nous pourrons en reparler, dans la chaîne de sous-traitance. Et puis les entreprises de défense bénéficient des commandes d'export qui alimentent la production de la BITD. Donc cette BITD, elle est irriguée par différents moyens. Et si on observe uniquement les commandes passées sur l'année en cours, alors il y a finalement quelque part un petit biais d'analyse. En réalité, nous avons des commandes nationales, export, les entreprises sont au rendez-vous pour y répondre. Grâce aux efforts consentis, à titre d'exemple, depuis 2022, la cadence du missile Mistral a été multipliée par 4 en 2025. La cadence de production du Serval sera multipliée par 3 en 2026. Donc, je salue leurs efforts. Je rappelle que la DGA reste aux côtés des entreprises pour les soutenir, tout en répondant en priorité aux besoins de nos forces et aux besoins de nos alliés. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, j'en profite pour vous donner quelques éléments d'ambiance et d'éclairage sur l'édition 2025 du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, qui illustre les priorités de la stratégie capacitaire et de la stratégie industrielle de la DGA. Nous sortons d'une séquence Bourget assez dense, comme le témoigne le bronzage tirant sur le rouge que j'arbore. Et je voudrais prendre un moment pour vous en dresser un petit bilan, mais un bilan quand même finalement assez riche. Les actions concrétisées pendant ce salon illustrent la stratégie de la DGA, c'est-à-dire faire autrement, gagner en agilité et accélérer le rythme pour répondre à l'économie de défense. Et soyez certains que sur l'ensemble de ces aspects, nous sommes plus que jamais mobilisés. Quelques domaines d'action sur lesquels je peux revenir. D'abord, poursuivre l'accélération dont nous avons eu l'occasion de parler longuement dans les différentes auditions auxquelles j'ai participé, en transformant nos méthodes de travail avec l'industrie. Le Bourget 2025 illustre un certain nombre de nos priorités dans le domaine de la production et dans le domaine des délais. Un exemple, notification d'un marché de fourniture à KNDS au Bourget pour des munitions de 40 mm qu'on appelle à technologie télescopée. L'intérêt, c'est aussi de mettre en place un double approvisionnement sur des composants clés afin d'augmenter la capacité de production conjointe, en l'espèce, entre la France et le Royaume-Uni. Augmentation des capacités de production et donc en conséquence de coopération industrielle entre les alliés. Deuxième exemple, nous avons signé 5 conventions de subvention avec des dronistes pour soutenir la réalisation de démonstrateurs de MAL. Donc MAL, c'est le drone moyenne altitude longue endurance, ce qu'on appelle bas du spectre, c'est-à-dire en dessous du Reaper, si vous voulez la comparaison, et ce, dès 2025, avec un critère important, 2026, pardon, critère important à bas coût. Donc les premiers vols devront avoir lieu en 2026, et ça veut dire que nous avons mis ce facteur délai dans les priorités de ces conventions et le facteur coût dans l'appel à projet, avec des entreprises concernées de taille variable, d'AR, Aura Aéro, Turgis et Gaillard, Fly Air et SE Aviation. Les objectifs de ces mesures de transformation, c'est d'abord de préparer la base industrielle et technologique de défense à tenir dans la durée, donc d'augmenter la pression sur les délais de livraison. Vous savez que le délai de livraison aujourd'hui, c'est un facteur principal de décision d'achat de nos matériels en France et également à l'export. Et puis d'adapter cette BITD à des besoins nouveaux, et il nous semblait qu'il était nécessaire d'adopter une stratégie qui consiste à faire les choses autrement, d'où la signature de ces conventions.
Deuxièmement, doter les forces des équipements et des innovations adaptées aux besoins. Donc nous avons accéléré, là encore, dans le domaine des drones, je viens d'en parler, mais également avec la présentation d'un certain nombre de drones. Et d'ailleurs, si vous étiez au Bourget, c'était tout à fait impressionnant de voir que cette édition est largement dominée par les drones, alors qu'il y a 2 ans, il n'y avait que quelques stands qui présentaient de telles technologies. Et vous avez vu peut-être sur le stand du ministère des Armées le drone UCAV, qui sera le futur accompagnateur du Rafale F5. Dans le domaine de l'espace également, et là aussi une grosse inflation de ce salon du Bourget dans ce domaine tout à fait essentiel, structuration de la filière spatiale avec la mise en place d'outils nouveaux pour structurer les filières industrielles sur le modèle de ce que nous avions fait avec le pacte drone. Nous avons signé un pacte espace qui favorise le dialogue entre la DGA, les industriels, qui améliorent la connaissance réciproque des parties prenantes sur les thématiques clés, à savoir l'innovation, les enjeux export. Et puis nous sommes en phase de recensement des candidatures des industriels. Je peux vous dire qu'il y a un véritable engouement pour pouvoir rejoindre ce pacte espace. Le but étant, comme pour le pacte drone, d'animer le dialogue et de mener des projets concrets. Ces sujets sont en cours de consolidation. Présentation également de la stratégie très haute altitude par le ministre des Armées. Très haute altitude, on est entre l'espace endo-atmosphérique et exo-atmosphérique, donc au-delà des 20 km. La DGA est évidemment mobilisée pour la faire aboutir. Le but étant notamment de doter les forces d'équipements capables de neutraliser des menaces, d'agir dans ce nouvel espace dont la maîtrise, plus que jamais, est un enjeu de souveraineté. Nous avons présenté plusieurs solutions pour détecter dans la très haute altitude, intercepter les menaces et opérer en très haute altitude. Et j'ai le plaisir de vous dire que lundi dernier, donc le lundi 23, nous avons procédé avec l'armée de l'air et de l'espace à 2 tirs réels en très haute altitude, donc en l'occurrence un Rafale et un Mirage 2000 qui ont tiré des cibles, qui ont permis de neutraliser des ballons cibles mis en œuvre par le CNES qui évoluaient très au-dessus des 20 km d'altitude. Je peux vous garantir que ce n'est pas un sport de masse et il s'agissait de vérifier l'aptitude à la fois du missile mais également des avions à pouvoir agir dans cet espace-là. Donc, vous voyez, on est fidèle à notre mission pour les forces, conserver ou acquérir la supériorité technologique de nos armées et opérer dans des nouveaux domaines de conflictualité de manière autonome. Troisièmement, le soutien au développement des entreprises. Soutien de proximité aux PME, aux ETI, aux start-up qui se densifient avec des jalons concrets qui ont été passés au Bourget. D'abord, la signature d'une convention PEPS. Alors, on aime bien les acronymes, vous savez bien. Donc, c'est le plan PME étendu aux ETI, PME, start-up. Notamment avec Sopra Steria. Le but, c'est de favoriser la résilience, la soutenabilité et l'innovation des entreprises de défense. Donc, c'est quelque chose que nous avons signé déjà avec d'autres grandes entreprises. Améliorer les relations PME-MOI. Et ça veut dire que concrètement, Sopra Steria devient l'un des donneurs d'ordre qui sera évalué chaque année et qui reçoit une note sur la qualité de sa relation avec les PME. Je vous parlais tout à l'heure de ruissellement. Je pense que c'est important d'avoir là aussi ce dialogue entre les maîtres d'œuvre industriels et leur chaîne de sous-traitance. Nous avons lancé la 2e promotion de l'accélérateur défense, qui est un programme d'accompagnement des PME et des ETI stratégiques de la BITD. L'idée étant de soutenir un tissu industriel qui soit performant, réactif et également sécurisé. Et je vous rappelle qu'en ce moment, on fait face à un certain nombre de difficultés en termes de résilience, qu'il s'agisse de résilience cyber, économique ou physique des entreprises de la BITD. Plus original, et je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler, la mise en place d'un partenariat avec l'Éducation nationale. Le but étant de renforcer l'attractivité des métiers de défense, de préparer les compétences de demain, parce que quand on parle de réarmement, quand on parle d'accélération, quand on parle de tous les défis qui nous attendent, il ne faut pas oublier le défi de la formation, il ne faut pas oublier le défi d'avoir les ressources humaines, notamment en termes d'ingénieurs, de scientifiques, de femmes scientifiques d'ailleurs. Et donc là, le but, c'est de rapprocher l'école et l'industrie pour former, orienter et insérer les jeunes dans les métiers d'avenir du secteur de la défense. C'est aussi la mission de la DGA. Et donc au programme de ce partenariat, la valorisation des formations professionnelles technologiques, le développement, comme nous le faisons depuis 3 ans, de l'apprentissage et de l'alternance, les stages, les visites, le mentorat, les découvertes des métiers, mais c'est ce dès le collège, et puis des coopérations territoriales, notamment avec les entreprises du GIFAS et de la French Fab. Et puis pour continuer sur ces différents
partenariats et conventions, le développement de la réserve industrielle de défense. Vous vous souvenez qu'on en avait parlé, donc une réserve industrielle qui est prévue pour permettre, sous l'animation de la DGA, de fournir un renfort de réservistes pour augmenter notamment les cadences de production, pour former dans les métiers un peu complexes, pour assurer une analyse de l'efficience industrielle. Je rappelle, ce sont des réservistes placés sous le statut militaire de l'armée qui correspond à leur métier. Donc on va avoir des terriens, des aviateurs, des marins, tout ceci animé par la DGA. Et donc nous avons signé 4 conventions sur cette réserve au Bourget entre la DGA et les 3 chefs d'état-major des armées et 4 industriels, Airbus, Dassault, Safran et Thales. Enfin, renforcer la coopération internationale et les partenariats avec nos alliés. Cette coopération européenne, elle est évidemment un des piliers stratégiques pour renforcer notre souveraineté. Et je ne doute pas que je serai évidemment interrogé dessus, je devine par qui. Nous avons également en ce moment un processus de responsabilisation des États pour apporter des réponses communes, pour mutualiser nos capacités, pour démontrer notre capacité à agir ensemble et rapidement en changeant un petit peu de modèle par rapport à ce qui s'était fait. Et donc, ce Bourget 2025, il a eu lieu quelques semaines après un symposium que la DGA a organisé avec la DGRIS, le symposium des NAD. NAD, ce sont les directeurs nationaux de l'armement, qui est une preuve concrète de la volonté politique des Européens d'assurer eux-mêmes leur propre défense. Et donc, au Bourget, nous, on a signé un certain nombre de choses. Une feuille de route pour renforcer la coopération avec la Suède, dans le domaine des fragates, dans le FDI, dans le domaine des missiles Aster, dans le domaine du missile Météor. Et vous l'avez peut-être vu, une lettre d'intention concernant le système GlobalEye, qui est fondé sur une approche technologique menée par Saab pour permettre de remplacer les capacités AWACS. Capacités AWACS, donc d'avions assurant la surveillance radar, qui sont essentielles pour l'efficacité de la composante aéroportée de notre dissuasion. Nous allons signer un accord cadre pour l'acquisition conjointe de radar Groundmaster de Thales avec la Bulgarie, et puis la signature d'une lettre d'intention avec Airbus par la France, par l'Espagne, pour pérenniser, ça c'est important, nous en avions parlé dans cette enceinte, la production de l'A400M jusqu'en 2028, réduire les coûts de production et assurer une demande suffisante qui nous permettra de maintenir, et c'était une préoccupation depuis quelques mois, les chaînes de production ouvertes. Donc ces accords illustrent la volonté de bâtir cette coopération approfondie à l'échelle européenne, internationale, entre États, mais également grâce aux coopérations directement avec les industriels. Et il souligne le renforcement, la diversification des coopérations avec nos partenaires. Et puis enfin, je ne peux pas ne pas en parler, continuer à innover, continuer à préparer l'avenir. Nous avons signé vendredi dernier, avec le ministre et en présence d'Éric Trappier, une convention de soutien avec Dassault Aviation autour d'un démonstrateur qui s'appelle Vortex, mais qu'on appelle aussi avion spatial, qui est un véritable et pur objet technique et technologique. Je pense que c'est une bonne chose. Vous vous souvenez de l'avance qui avait été celle de l'Europe lors de la navette Hermès. Nous avons quand même des compétences qui sont tout à fait particulières dans le domaine. Et donc ce démonstrateur, il permettra de valider en vol des technologies critiques essentielles à la maîtrise du vol hypersonique, mais n'oublions pas également à la maîtrise de la rentrée atmosphérique. La France est un des rares pays à être en pointe technologiquement dans ce domaine, grâce à son industrie, grâce également au savoir-faire, notamment étatique et de la DGA. Et il faut encourager et multiplier ce type de projet pour que cela puisse continuer. Donc voilà ce que je voulais vous dire en termes d'état des lieux. En conclusion, vous voyez qu'on a un contexte politique, budgétaire, géostratégique qui nous confère une responsabilité collective à agir intelligemment, efficacement pour répondre aux besoins des forces, et ce malgré les contraintes que nous vivons. Je voudrais, puisque cette audition est captée devant vous, en profiter pour féliciter les équipes de la DGA, dont la taille n'a pas augmenté proportionnellement au nombre des missions qui nous sont confiées aujourd'hui. Et donc elles font preuve d'agilité, d'adaptation pour maintenir les commandes et tenir les délais malgré les contraintes. Et je peux vous dire que c'est un travail absolument considérable. Nous allons poursuivre ces efforts, ce travail commun avec les forces, les acteurs institutionnels, la base industrielle technologique de défense. C'est essentiel pour le maintien de notre supériorité, la protection de notre souveraineté. Je vous rappelle la devise de la
la DGA, c'est forger les armes de la France. Donc je pense qu'ensemble, nous pouvons souligner l'importance de ce moment, continuer à œuvrer ensemble pour forger ces armes. Et je vous remercie pour votre écoute. Je suis désormais, mesdames et messieurs les députés, prêt à répondre à vos différentes questions. Merci, monsieur le délégué général, et dans tous les acteurs que vous mobilisez autour de la DGA. Je crois que vous avez, mais c'est certainement par humilité, oublié de dire que vous mobilisez aussi les financiers et à travers le Club des investisseurs de la Défense, dont vous êtes un des acteurs principaux, en tout cas dans l'animation, et qui aide nos 4500 entreprises, et je crois que c'est un aspect important aussi. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons lancé ce Club des investisseurs de la Défense lundi dernier. On avait à peu près 110 acteurs qui étaient présents dans la salle. C'est quelque chose qui nous permet notamment d'aller essayer d'aller chercher des fonds privés pour financer notre défense. Et je pense que la bonne présence matérialisée par l'ensemble des investisseurs qui étaient dans l'amphi Victor au ministère des Armées montre que c'est une thématique d'abord qui est une thématique aujourd'hui sur laquelle on peut parler, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Nous avions organisé un événement avec le ministère de l'Économie et des Finances à Bercy il y a quelques semaines. Ça a montré aussi que aujourd'hui la défense et l'autonomie et la souveraineté, ce sont des sujets qui sont d'abord des sujets intéressants d'un point de vue d'investissement et qui sont rentables, on ne va pas se mentir, il y a un marché, mais qui sont aussi des sujets patriotes sur lesquels nos investisseurs et nos fonds sont prêts à se mobiliser. Et des investissements qui rejaillissent sur nos territoires. Et pour les députés qui sont ici présents, ils savent ce que ça signifie, d'où leur mobilisation autour du financement de la défense. À présent, je vais passer la parole aux orateurs de groupe et je vais commencer par Thierry Tessan pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, dans un contexte international volatile et une LPM qui a beaucoup engagé mais ne paie pas, Emmanuel Macron tente d'instrumentaliser les crises pour accélérer les transferts de souveraineté vers une Union européenne dont il prétend à tort qu'elle nous protégera. Loin d'être la solution, l'UE est surtout un multiplicateur de contraintes pour notre BITD, avec ses directives qui, derrière le vernis de la coopération, n'apportent aucune valeur ajoutée à notre capacité de défense. Les programmes qui en relèvent sont pour la plupart à l'arrêt, le SCAF et le MGCS, quand ils n'ont pas déjà été abandonnés, faute d'intérêt de la part de nos partenaires, faute aussi de pertinence opérationnelle et industrielle. À rebours de cette logique, le Rassemblement national entend faire du contexte géopolitique une occasion de reconquête de nos souverainetés industrielles, économiques et stratégiques. C'est en réarmant la France que nous pourrons mieux protéger l'Europe. Résumons ces blocages. Le premier, financier. Les PME et ETI de la BITD sont les plus touchés. Rentabilité faible, endettement élevé, critères ESG qui bloquent l'accès au financement alors que la capacité de produire en masse est plus que jamais un impératif pour notre système productif. Le deuxième est normatif. La surréglementation majoritairement issue de Bruxelles freine l'industrie. L'État en est si conscient qu'il a accordé entre autres des dérogations à Eurinco, à Bergerac. Le troisième est énergétique. La France ne tire plus davantage de la compétitivité de son électricité du fait du règlement européen d'indexation sur le prix du gaz. Cette explosion structurelle des coûts pèse lourdement sur la compétitivité de nos entreprises. En tant que responsable de notre écosystème de défense, nous aimerions donc avoir votre avis sur 3 points. Serait-il pertinent de créer pour la BITD un régime dérogatoire au blocage normatif ? Ne devrions-nous pas exclure notre industrie de défense du marché européen de l'énergie via un contrat pour différence ? Enfin, ne pensez-vous pas indispensable au bénéfice des PME et ETI d'instituer un fonds souverain français qui serait le bras armé financier des objectifs de souveraineté définis par l'État ? Je vous remercie. Merci. Monsieur le délégué général, je vous en prie. Merci, monsieur le député. Alors, je vais commencer quand même par, et vous m'en pardonnerez, vous contredire, ni SCAF ni MGCS ne sont à l'arrêt. Le programme SCAF, effectivement, on y travaille tous les jours. Nous sommes dans une phase d'évaluation de ce qu'on a appelé la phase 1A et 1B. Je partage des inquiétudes, effectivement, en tout cas d'une certaine vigilance
sur le fait de pouvoir tenir comment dire, ce qu'on appelle l'Initial Operational Capacity, donc la capacité opérationnelle initiale, pardonnez-moi, mais nous y travaillons avec les industriels. Alors, vous dire que c'est simple, non, mais dire que c'est à l'arrêt, c'est faux. Et nous sommes extrêmement vigilants. Le ministre a pu en parler lors de son audition, à faire en sorte que l'ensemble de nos impératifs, qui sont, comme vous le savez, liés à la dissuasion nucléaire, et puis également qui sont dimensionnés par le fait que le NGF, qui est l'avion au sein du SCAF, doit pouvoir être navalisé, eh bien, ces impératifs doivent être pris en compte et nous aurons l'occasion de pouvoir en discuter dans les mois qui viennent, puisqu'il y a un certain nombre de réunions qui ont été tenues d'abord au Bourget et qui seront tenues dans les prochains mois. Quant à MGCS, qui est donc, je le rappelle, le futur du combat terrestre, avec là aussi un futur char de combat qui doit nous permettre notamment de gérer le retrait progressif des chars Leclerc à partir de 2038. Et des capacités liées à un cloud de combat et à des ailiers dronisés terrestres et aériens. Eh bien, ça n'est pas du tout à l'arrêt. Nous sommes en train de négocier avec la Project Company. Vous savez qu'on a une compagnie qui a été créée. Il y aura bientôt des appels d'offres qui vont être émis. Et pour l'instant, nous sommes d'ailleurs surtout vigilants au fait que les engagements en matière de coûts soient soutenables pour le programme, conformément d'ailleurs à ce que nous avions souhaité lors de son lancement. Donc simplement pour vous rassurer, monsieur le député, ni le SCAF ni MGCS sont à l'arrêt. Pour les PME et les ETI, je pense avoir répondu lorsque j'ai parlé des différents mécanismes de soutien et puis de la situation telle qu'ils la vivent aujourd'hui. Je rappelle qu'on paye aujourd'hui, on paye 11 milliards d'euros et je vous l'ai dit, entre 50 et 70 millions d'euros par jour ouvrés de décaissement. Donc je pense que ça apporte des réponses qui doivent être de mesure à rassurer un certain nombre des PME qui, le cas échéant, nous regardent. En ce qui concerne tout ce qui est énergétique, prix de gaz, prix d'électricité, petite remarque préliminaire, je rappelle que nous avions eu des hypothèses qui étaient, je pense, correctes sur l'inflation. On parle de coût d'un facteur, mais plus personne ne parle d'inflation. Et donc aujourd'hui, ça peut changer, ça peut se retourner, mais n'oublions pas que nous avons anticipé quand même au ministère des Armées la situation et avons essayé de pouvoir la régler. Quant à le fait de savoir s'il faudrait effectivement créer un dispositif particulier sur l'énergie, je suis désolé, mais ce n'est pas à la DGA que nous pouvons le dire. Nous avons déjà un certain nombre de mesures pour encourager les PME. Nous avons des mesures. Vous avez parlé de mesures dérogatoires et de mesures normatives. Je rappelle que dans la LPM que vous avez votée, vous avez déjà un certain nombre de mesures qui pourraient être vues comme coercitives. Mais si vous regardez par exemple les stocks, eh bien les stocks, ça aide les PME puisque ça force les maîtres d'œuvre industriels, d'ailleurs à leur demande, de pouvoir fournir de la visibilité et de pouvoir fournir de l'anticipation sur l'ensemble de leur chaîne de sous-traitance. Enfin, sur le domaine du fonds pour les ETI et les PME, fonds souverains, d'abord vous avez vu qu'il y a aujourd'hui des initiatives, nous parlions à l'instant donc du Club des investisseurs, des initiatives, par exemple la BPI, la Caisse des dépôts, qui crée un fonds qui pourra être abondé par chaque citoyen. Je crois que le montant minimal, je regarde le ministre Anticario, ça doit être 500 €, évidemment sur le long terme, mais je rappelle que le multiplicateur keynésien quand même de l'industrie est important et ça répond donc je pense à votre souhait, sachant que ce fonds sera accompagné d'un certain nombre de fonds également souverains mais qui ne seront pas portés par les institutions. Je peux vous dire qu'aujourd'hui il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je vois des investisseurs la création d'un fonds qui souhaite financer la souveraineté française et en particulier la défense. Merci, monsieur le délégué général. La parole est à Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, monsieur le président, monsieur le délégué général. Votre audition nous offre l'occasion de dresser un premier bilan de l'adaptation capacitaire de nos armées face à l'évolution rapide et préoccupante des menaces extérieures.
Bâtir une armée capable de durer dans un conflit durci implique une ambition stratégique et une réalité opérationnelle. Et à ce titre, le rôle de la DGA est absolument central. Nos capacités de défense ne sauraient se réduire à une équation budgétaire. Elles doivent articuler vision, résilience industrielle et accélération technologique dans un contexte où la vitesse d'adaptation est devenue un critère décisif de puissance. La DGA est donc plus que jamais la pierre angulaire de cette transition qui appelle une simplification en profondeur de nos dispositifs, qu'il s'agisse de cahiers des charges ou des procédures administratives. C'est une demande constante de la part des grands industriels, mais aussi des PME, ETI et start-up à fort contenu innovant. Je pense particulièrement aux entreprises du spatial, actuellement sous pression, qui transforment leur modèle, repensent leurs process internes pour plus de réactivité et de compétitivité. Or, elles sont souvent freinées par la lourdeur administrative inadaptée à leur cycle d'innovation. Dans un contexte préoccupant où la vitesse fait la différence, la lenteur des processus de décision peuvent rendre obsolètes des technologies stratégiques pour notre souveraineté. Monsieur le délégué général, ma question est la suivante. Ce chantier de simplification a été demandé en 2024 par le ministre. Aussi, pouvez-vous nous dresser un premier bilan des changements opérés afin de permettre aux industriels d'accélérer leur cycle de production, de réduire leurs coûts et de renforcer leur compétitivité à l'export? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. C'est un sujet absolument essentiel. C'est d'ailleurs l'une des raisons du chantier Impulsion que nous avons lancé à mon arrivée. Et je pense que, immodestement, si vous mettez un ex-patron de l'innovation de l'Agence d'innovation de défense et ex-patron de PME à la tête de la DGA, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça en tête, voilà, qui était assumé dès le départ. Vous avez raison également sur le fait que ce rôle de la DGA qui était intermédiaire entre industrie et force, toujours dans le triptyque coût, délai, performance. Aujourd'hui, on le voit, on n'abandonne pas la performance. Et d'ailleurs, on voit dans les conflits actuels et dans ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran que les États-Unis, que la performance et les armes performance ne sont pas déclassées et doivent toujours rester une priorité. Mais si on veut pouvoir tenir les critères de délai et de coût qui sont aujourd'hui prépondérants, en tout cas dans la BITD, eh bien c'est bien une simplification qui nous permettra d'y parvenir. Alors, vous savez qu'on a lancé un certain nombre de sujets. Premier sujet, c'est l'analyse fonctionnelle et l'analyse de la valeur. C'est-à-dire que maintenant, on ne lance plus aucun nouveau programme sans procéder conjointement avec les forces à une revue des spécifications pour qu'elles soient le plus légères possible et les plus adaptées possible. Je vais vous donner un exemple. Nous avions lancé une consultation pour des drones munitions téléopérées de courte portée. La version première qui va quelque part dans le sens de l'histoire de la DGA en termes de raisonnement, ça a été de dire la munition, par exemple, pour être portée par un fantassin, doit peser 3,5 kg au plus. Dans une nouvelle phase d'analyse de la valeur, qu'est-ce qu'on dit? On dit la munition doit être portée par un fantassin. Et ça change tout parce que c'est pas à nous, quelque part, de mettre des contraintes qui déclasseraient une partie de la BITD, mais au contraire, le but, c'est de stimuler leur créativité. Et je peux vous dire que ça a, en l'occurrence, bien marché, puisque dans le domaine dans le domaine des munitions téléopérées aujourd'hui, non seulement nous finançons l'appel d'offres sur lequel nous avons lancé des actions, mais l'industrie elle-même autofinance les autres idées qu'elle a pu avoir, même si elle n'a pas été retenue dans le cadre de cet appel d'offres. Vous me dites si je ne suis pas clair. Sur les autres chantiers, vous avez parlé d'ailleurs, j'en profite, du spatial, qui est un chantier intéressant. Et on voit bien que le Space Hub qui avait au Bourget, je pense qu'il va doubler de taille lors de la prochaine édition. Nous avons d'ailleurs, avec le ministre, rendu visite à un certain nombre de petites sociétés dans le domaine spatial qui vont très vite.
qui aujourd'hui peuvent s'allier aussi pour faire des innovations technologiques tout à fait remarquables. J'en profite donc pour dire que nous participons à cet essor du spatial en essayant de leur fournir un certain nombre de capacités. Et je pense notamment à DGA Essai de Missiles qui, sur son site de Saint-Jean-d'Illac, qui est près de Bordeaux, offre des capacités de test de propulsion pour des petits lanceurs et des lanceurs du New Space. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. En termes d'action de simplification, d'abord, optimisation des opérations de suivi et de contrôle qualité. Ça fait partie des exigences administratives, avec un certain nombre de cas pilotes que nous avons conduits en 2024, qui ont produit des résultats qui sont extrêmement tangible sur une affaire entre Roxel MBDA ayant trait au missile Mistral. Nous avons par exemple mis en place un procès verbal de livraison allégé. Le gain de temps, c'est entre 150 et 300 heures par an. Donc ça, c'est du concret, et ça fait partie donc des chantiers de transformation, de simplification. 3 semaines de réduction du délai de vérification d'un boîtier de sécurité d'armement d'Aster avant de le livrer chez Roxel. Là aussi, c'est de la simplification. Je pourrais les multiplier, mais évidemment, nous tenons à votre disposition pour vous fournir d'autres exemples pertinents. Simplification des achats. Ça, j'ai commencé à en parler, c'est l'élaboration d'une version simplifiée des closiers pour les partenariats d'innovation. Les partenariats d'innovation, c'est une très bonne idée, ça marche très bien, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va donner une certaine somme d'argent à X entreprises, et puis au bout d'un certain moment, on va réduire au plus performant, et puis à la fin, on fait une espèce de darwinisme de financement. Seuls les plus aptes survivent, en tout cas dans le cadre de ces partenariats d'innovation, et à la fin, on se retrouve à pouvoir simplement évaluer une ou deux solutions, sauf que c'était, si vous me passez l'expression, un peu une usine à gaz pour mettre en place ces partenariats d'innovation. Et donc là, on va faire un retour d'expérience à la fin de l'année, mais nous avons un certain nombre de consultations qui feront appel à ce closier simplifié pour les partenaires d'innovation, qu'il s'agisse de drones armés de surface, qu'il s'agisse de kits d'adaptation, de protection balistique pour les femmes. C'est un sujet dont personne ne parle, mais qui est un vrai sujet, ou qu'il s'agisse d'une cible d'entraînement pour sous-marins. Et donc tout ceci était très concret et est en préparation. Ensuite, c'est la maîtrise des techniques et des modes de test qui sont innovants. Là aussi, on a pour but d'améliorer la conduite des opérations d'armement de la conception à la production. Ça a été fait avec un certain nombre de sujets. Par exemple, les caissons d'impression 3D de la société Vistori qu'on a envoyé en Roumanie pour pouvoir tester opérationnellement le gain escompté sur le théâtre d'observation. Donc là, on a un certain nombre d'actions, par exemple, dans le domaine de la simplification des besoins et spécifications techniques. Là aussi, c'est ce que j'appelais l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur. 2 exemples, par exemple, Belenos LP, qui sont des jumelles multifonctions longue portée, où on a un DUB. Alors le DUB, c'est le document unique de besoin qui remplace, d'ailleurs ça c'est une simplification, c'est ce qui s'appelait les CCTP et puis la fiche d'expression de besoin militaire. Donc là on a un document unique de besoin qui est imaginé avec l'EMA et les états-majors d'armée concernés. Pour vous donner des exemples sur ces jumelles, il y avait au départ 600 exigences, on l'a réduit à 100 exigences. Sur CIFRAD, qui est un système de franchissement, on a réduit de 750 à 450 exigences. Voilà, je pourrais vous donner d'autres exemples dans le cadre de la simplification des normes, la simplification des exemples dans tous les domaines, mais bon, je laisse la place à la discussion. En tout cas, si cela vous intéresse, on pourra effectivement discuter ensemble des différentes actions concrètes, et je vous assure qu'elles sont réelles, liées à ces chantiers de simplification. Merci, Monsieur le délégué général. Simplification des normes et puis changement des états d'esprit aussi, parce que parfois dans mes travaux, j'ai vu, et beaucoup de collègues parlementaires ont remarqué par rapport aux appels d'offres et parfois la position des acheteurs qui est tellement rigoureuse, qui finalement empêche la simplicité. Alors la dernière fois, j'en avais parlé à un de vos adjoints qui me disait « Oui, mais quand vous comprenez, les risques pénals, il est là. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. » Et donc je lui dis, bah oui, vous avez raison, mais donnez-moi des exemples.
Et puis au bout d'un certain temps, je n'avais pas de réponse tout de suite, donc je relance. Et puis, je finis par avoir des réponses. Et là, finalement, il me dit, finalement, on n'en a pas trouvé des exemples. Alors, j'ai dit, voyez, décontractez-vous. C'est que s'il n'y a pas eu de gens condamnés, c'est que ce n'est pas si risqué que ça. Et donc, là, il me répond, ah non, s'il n'y a pas eu de condamnés, c'est parce qu'on est très rigoureux. Donc, vous voyez, il y a tout un travail aussi dans les états d'esprit. Alors, Monsieur le Président, vous avez raison. Et deux, je pense que c'était plutôt il y a quelques mois. On a mené des actions, notamment au niveau du top 200, donc qui sont les 200 managers parmi les 10 600 de la DGA, justement sur une approche du risque. Qu'est-ce qui est la vérité? Parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines également. Parce que, in fine, je vais vous dire, s'il y a des risques à prendre, c'est plutôt à mon niveau qu'on les prend. Et donc, on a fait une sensibilisation au niveau des acheteurs, on a fait une sensibilisation au niveau des acteurs de les chaînes d'achat, de la chaîne d'achat, d'acquisition et de spécification, pour leur dire quel était vraiment le risque. Et quel était vraiment le risque pénal, le cas échéant. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et cette action, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, nous avons fait venir l'un de nos grands anciens qui était ingénieur général de l'armement, qui est Philippe Jost, qui était responsable du chantier de recréation de Notre-Dame, pour lequel il n'y avait pas de cadre légal extrêmement fixé. Il nous a donné effectivement son expérience. Je peux vous dire en tout cas qu'aujourd'hui, cette culture de prise de risque assumée, nous l'avons bien en tête. C'est comme l'innovation, si vous ne vous trompez pas, vous innovez jamais. Eh bien, si vous n'acceptez pas le risque d'un contentieux, voire le risque de perdre le contentieux, c'est que vous n'avez pas tout testé, pas tout évalué. Dans le domaine des achats, pour nous, c'est un chantier prioritaire. Ah oui, et puis en plus, on me répond, ouais, mais de toute façon, la protection fonctionnelle, on ne l'aura pas. Alors j'ai dit là aussi, donnez-moi des exemples. Et puis finalement, je n'en ai pas trouvé. Donc vous voyez, mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites, pour ce changement d'état d'esprit aussi. Je passe à présent la parole à Arnaud Saint-Martin pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Délégué Général, à l'occasion du Salon du Bourget, le ministre des Armées a dévoilé la stratégie française en très haute altitude, la THA, que vous avez évoquée. Cette espèce de zone grise et interlope comprise entre 15-20 et 100 km d'altitude environ. Ce milieu où, à certaines altitudes, peuvent plus ou moins furtivement évoluer drones, ballons, dirigeables et autres planeurs hypersoniques. Lors de sa première audition ici même, le général Bélanger a souligné que la France doit devenir une puissance aérospatiale et que la THA est justement, et à raison, ce point de jonction entre l'aérien et l'espace. Mais encore faudra-t-il à l'avenir en déterminer la portée, l'intérêt, les limites, la nature des menaces dans un environnement propice au déploiement potentiellement critique. Et on a en tête notamment le ballon de renseignement chinois abattu en février 2023 par un F-22A au large de la Caroline du Sud. Le ministre des Armées a acté au Bourget qu'en ce sens, la THA est un espace à contrôler et à sécuriser. Dès lors, comment la DGA se prépare-t-elle à cette priorité désormais identifiée et quelles évolutions capacitaires permettraient d'y faire face? Quelles sont les menaces identifiées les plus sérieuses? Vous avez évoqué les expérimentations via les Rafale et Mirage 2000 qui ont réussi des tirs de missiles vers des ballons stratosphériques. Comment la DGA accompagnera-t-elle les prochains tests? Y a-t-il à minima une programmation ou une feuille de route en ce domaine? Quels acteurs industriels sont mobilisés? Comment comptez-vous collaborer aussi avec le CNES pour qui la navigation dans ce milieu n'est plus un ballon d'essai depuis des décennies? Sous l'angle de la méthode, la France cédera-t-elle dans la sphère du mimétisme en répliquant ce qu'entreprennent les armées états-uniennes et chinoises? Ou établirons-nous des objectifs industriels et stratégiques qui nous démarqueraient? Enfin, question bonus à situer au-delà de la THA, mais en deçà de l'exosphère terrestre, à savoir en orbite basse terrestre. Le Salon du Bourget a largement mis en avant la maquette du Vortex, nouvel avion spatial réutilisable à vocation duale proposé en démo par Dassault. Quel est l'horizon de développement d'un tel projet, cité en exemple probant par le président de la République? Est-ce que c'est de l'affichage ou bien ce projet rencontre-t-il un besoin capacitaire véritablement à l'ordre du jour? Comment le CDE se positionne-t-il? Quel usage militaire pour ce genre de spationnef dont le design rappelle d'autres projets passés et certains naguère enterrés après moult démêlés politiques? Vous avez évoqué Hermès. Quelles enveloppes budgétaires nécessaires le cas échéant, à supposer que le projet de spationnef décolle un jour au-delà de la démo? Merci. Sujet absolument passionnant, je vous remercie, parce que c'est effectivement, ce sont des sujets nouveaux dans les deux cas, et ça illustre bien, vous disiez que la France peut ou doit devenir une puissance aérospatiale. Je pense qu'elle est déjà une puissance aérospatiale, mais que si on ne fait rien, on sera déclassé. Et c'est bien tout le sens de ces différentes stratégies. Alors, en termes de stratégie de très haute altitude, évidemment, tout le monde a en tête le ballon chinois qui finalement a été neutralisé par les États-Unis. Il faut bien voir qu'il y a plusieurs défis. Le premier défi, c'est
détecter et identifier ce qui se passe, et c'est tout le sens de la stratégie et de la feuille de route sur lequel nous travaillons, vers la THA. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas en l'air, mais qui se passe sur le sol, avec des radars de sol, des frégates de défense aérienne, le radar du SAMPTNG, donc vous savez, le radar du système de défense sol-air moyenne portée. J'en ai parlé tout à l'heure, le Global Eye en tant que successeur de la WACS, les pseudo-satellites capables de nous aider, les capacités aussi en l'air de détection satellitaire dans la très haute altitude. Et j'allais dire les caractéristiques, j'y reviens dans un instant, des objets qui se promènent en très haute altitude sont que c'est compliqué à identifier, compliqué à détecter. C'est pour ça qu'on a besoin d'une complémentarité de l'ensemble de ces systèmes. Deuxièmement, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, intercepter et neutraliser dans la très haute altitude. Donc effectivement, les effecteurs et notamment les 2 tirs que j'ai mentionnés sont des tirs Mika, en particulier, mais c'est également des capacités que devront avoir le futur avion de combat au sein du SCAF, que devra avoir le futur missile Aster B1NT du SAMPT nouvelle génération. Et c'est aussi les travaux que nous menons sur les lasers longue portée. Vous savez qu'on a un champion, notamment national, qui s'appelle Silas, avec lequel nous travaillons pour pouvoir avoir ces capacités d'interception et d'action vers la très haute altitude. C'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple que ça parce qu'on a un machin qui s'appelle l'atmosphère et qu'en atmosphère, on a des turbulences atmosphériques. Et il faut faire d'abord de l'optique adaptative pour pouvoir détecter ce qui se passe. Et il faut ensuite pouvoir corriger ces turbulences pour qu'un tir laser soit efficace. Et puis la troisième chose, c'est opérer depuis la très haute altitude. Donc vous voyez, on a bien une stratégie et une feuille de route dans l'ensemble des domaines, avec des projets de ballons. Alors au Bourget, on avait présenté un projet qui s'appelle Ballman, pour ballon manœuvrant, qui est un peu ou prou la même chose que le ballon chinois, sachant que manœuvrer et non pas se laisser dériver, ça n'est pas la même chose. Et c'est ça la grosse difficulté technique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce ballon est accompagné d'autres ballons pour pouvoir manœuvrer ensemble et pour pouvoir contrôler ses trajectoires. Et ça, là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est la société Emeria qui aujourd'hui est en pointe sur le domaine. Nous avons également le Stratobus de Thales Alenia Space. Tout le retour de ces dirigeables ou de ces objets qui peuvent rester très longtemps en l'air et à très haute altitude, et notamment qui sont alimentés par des sources d'énergie solaire. Et puis d'autres projets comme le Zephyr d'Airbus. Donc on travaille bien dans cette stratégie industrielle avec les industriels, avec la BITD. C'est la direction de l'industrie de défense qui travaille aujourd'hui pour constituer cette stratégie industrielle qui ne peut pas être désolidarisée de la feuille de route opérationnelle. Puis je pourrais vous parler longtemps de tout ce qu'on fait dans le domaine de la frappe longue portée, dans le domaine de VMAX, donc vous savez le véhicule manœuvrant expérimental, et également dans le domaine des missiles comme le futur missile anti-navire. Tout ceci procède d'une certaine cohérence dans ce nouvel espace et démontre d'ailleurs, comme le second sujet dont vous m'avez parlé, il fait référence, qu'on a maintenant un continuum quelque part entre l'espace endo-atmosphérique et l'espace exo-atmosphérique. D'où la signature de cette lettre d'intention pour le projet Vortex. Alors vous m'avez posé une question sur le budget. Il s'agit d'une première phase de cet avion spatial réutilisable, je rappelle. Le but, c'est quand même d'ici 2027 de valider les capacités critiques d'un avion spatial. Et je reviendrai sur à quoi ça sert. Donc c'est une approche qui est duale, et d'ailleurs on s'est inspiré du New Space pour pouvoir construire cette approche. C'est 2 ans de développement pour un premier démonstrateur avec 70 millions d'euros de budget. Plus de 50% ont été autofinancés par Dassault. Et donc, pour répondre à votre question, et j'y réponds en toute conscience, oui, j'y crois. Le ministre y croit, Dassault y croit. Ça n'est pas un effet d'affichage. Je pense que si vous regardez ce qui se passe dans ce domaine-là, vous savez qu'on a des systèmes chinois, la navette X-37B américaine. Il est nécessaire d'avoir un moyen réutilisable, compte tenu aujourd'hui des possibilités de nous dénier un accès à l'espace, et on a vu ce qui se passait dans le domaine des lanceurs. Eh bien, si on veut
pouvoir lancer des satellites en réactif, par exemple, faire des opérations en orbite. Un avion spatial est tout à fait nécessaire. Le but de ce démonstrateur, ça sera de faire, d'ici, je l'ai dit, 2027, un vol suborbital à Mach 12. Sachant que le système sera, donc il n'y a pas de pilote, hein, le système sera lancé par un micro-lanceur Electron de Rocket Lab. Le but, c'est de tester le guidage hypersonique, de tester les protections thermiques et la manœuvrabilité terminale. Donc voilà, c'est pas de l'affichage, pas du marketing, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut nous placer parmi les nations de premier plan dans ce que vous souhaitez de vos vœux, à savoir le retour d'une France en première ligne sur l'aérospatiale. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué régional, général, pardon. Mais la clim tape sur la tête, ça fait un peu... Bon, bref. Le mouvement est double et peut même paraître contradictoire. D'un côté, un taux d'exécution important, un respect global des engagements. De l'autre, des rapports, Cour des comptes, Sénat, qui pointent des retards d'exécution et une montée en flèche des reports de charges atteignant près de 8 milliards d'euros en 2024, soit près de 24% des crédits hors masse salariale. Un niveau supérieur au plafond autorisé par le gouvernement lui-même, avec là la clé des intérêts moratoires, vous en avez parlé, estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces intérêts ne sont pas neutres, ils traduisent aussi le fait que certaines entreprises aient le sentiment que cette contrainte de trésorerie pèse indûment sur leurs épaules. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur ce point, car la situation n'est évidemment pas la même selon que l'on parle d'un acteur de la BITD coté au CAC 40 ou d'une PME. C'est ma première question. Nous ressentons également une rigidité croissante dans la trajectoire financière avec des marges de manœuvre de plus en plus réduites, alors même que les aléas stratégiques, technologiques ou industriels n'ont jamais été aussi nombreux. Cette tension est d'autant plus préoccupante que les priorités peuvent évoluer très vite. La guerre en Ukraine l'a rappelé avec les stocks de munitions, les drones ou la défense antiaérienne. Demain, ce sera peut-être l'intelligence artificielle générative, le quantique, vous l'avez évoqué, ou des menaces hybrides inattendues. D'où ma deuxième question. Quel mécanisme réel de réactivité et d'ajustement existe aujourd'hui au sein de la DGA pour intégrer rapidement ces nouveaux enjeux? Je ne doute pas de la finesse du suivi, du professionnalisme que vous avez souligné de vos équipes, mais même avec toutes les qualités du monde, il est difficile de corriger une trajectoire lorsque les rigidités sont trop fortes. Ce besoin de souplesse dépasse d'ailleurs la DGA elle seule. C'est une question plus large qui engage l'État dans son ensemble. Le ministère des Armées est évidemment très demandeur dans ce contexte. On voit l'utilisation de la réserve de précaution, le président de la Commission y a fait référence, qui semble considérée comme une recette affectée pour les armées. Faut-il penser forcément en termes de coûts supplémentaires, d'investissements supplémentaires, ou a-t-on la possibilité de retrouver des marges de manœuvre? Je ne dis pas en termes d'opportunité, c'est une question politique, mais vraiment en termes d'opérationnalité, parce que si des dépenses supplémentaires doivent être engagées, j'espère qu'elles ne seront pas au détriment d'autres dépenses de l'État. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le député. Donc j'ai commencé à répondre quand même sur les différents aspects que vous signalez, notamment vis-à-vis de ces PME. Je rappelle que les PME font l'objet d'un traitement spécial. Et donc, nous avons une priorité qui est donnée en gestion, comme je l'évoquais tout à l'heure, à tous les paiements qui vont vers ces PME. Deuxièmement, une LPM, ça vit. Et cette vie de la LPM, elle se traduit évidemment d'abord dans le fait que dans la loi de programmation militaire, on a quand même capitalisé sur, enfin mis en place une enveloppe de 10 milliards d'euros sur l'innovation qui nous permet, là aussi, comme l'innovation par définition, ça ne se prescrit pas, de pouvoir nous adapter à la modification, à l'urgence des ruptures technologiques que nous pouvons envisager. Vous avez parlé notamment de l'IA générative et ça en fait partie. Et puis c'est un travail conjoint entre l'état-major des armées et la DGA. On analyse ces priorités ensemble. On s'en saisit notamment dans le cadre de la 2PM et ça nous permet d'avoir une certaine manœuvrabilité, même si, vous l'avez signalé, aujourd'hui, il y a une rigidité qui nous oblige à trouver des solutions qui sont des solutions peut-être un petit peu originales pour, ou en tout cas faire autrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir se dégager des marges de manœuvre. Et donc, nous réinterrogeons le besoin opérationnel absolument en permanence. C'est le cas, par exemple, pour les
les drones. Quand on avait parlé des drones au départ, on pensait aux drones dans un contexte qui était un contexte permissif. Maintenant, on se rend compte que l'utilisation de drones, il se fait dans un contexte qui n'est pas le même, avec une attrition forte. Et ça nous réinterroge, parce qu'on dit, est-ce qu'on va continuer sur le modèle qui était celui d'avant, et notamment sur le coût de possession, le coût d'acquisition, le coût de maintenance de ces drones, dont on sait que, in fine, ils peuvent être neutralisés très rapidement. Et donc ça nous oblige à réinterroger un certain nombre de priorités que nous avons mis en place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'avoir un raisonnement sur le drone mâle bas du spectre. Quant au report de charges, dont vous savez qu'il résulte à la fois des factures pour lesquelles le service fait a été constaté en EN, mais n'ont pas été réglées, notamment en raison de livraison tardive, mais aussi du délai normal de traitement, et de dettes fournisseurs qui n'ont pas été liquidées faute de CP disponibles. Je ne parle pas de CP annulés, mais il y a bien CP disponibles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un pilotage G3 pour privilégier le paiement des PME et TI. Il est prévu de revenir à un niveau en termes de report de charges similaire à celui de la LPM précédente à l'horizon 2030. Mais enfin bon, tout ceci n'est pas magique. Et vous doutez bien que ça fait l'objet d'un certain nombre de discussions. Quant à la réserve de précaution, c'était 1,3 milliard qui nous a été imposé. Je le rappelle, c'est 5%. 5,5% pour être précis, des crédits de paiement en début d'année, pour couvrir la capacité d'auto-assurance ministérielle en cas d'imprévu, mais également pour contribuer à la solidarité interministérielle. Nous avons vu, notamment en raison de la situation géopolitique actuelle et dans ce besoin global de réarmement, que nous avons pu bénéficier d'un premier dégel anticipé de la moitié de la réserve de précaution qui a été intégralement consommée. Donc là aussi, rassurez les PME, tout ceci est en cours de résolution et nous attendons donc d'autres dégels qui nous permettront de diminuer cette rigidité et de pouvoir accélérer les commandes vis-à-vis de nos partenaires industriels. Merci, Monsieur le délégué général. À présent, la parole est à Jean-Louis Thiriot pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le délégué général. Je suis heureux, à l'occasion de votre audition, de rendre un hommage appuyé, comme vous l'avez fait, à vos personnels de la DGA. J'ai vu ceux qui sont déployés en poste. Je pense à vos attachés d'armement, que j'ai vus notamment en Ukraine. Je pense au travail qu'ils font en matière de recherche d'investisseurs. Le club investisseur est vraiment une vraie réussite et je rends témoignage dans le cadre de ma mission parlementaire que, par exemple, le Fonds pour la défense créé par Cyclades, Civis Pacem, c'est d'initiative de la DGA qui a permis de les convaincre. Je pense que ça mérite d'être dit. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut avancer sur la culture du risque et sur la simplification. Et ça m'amène aux 3 questions que je souhaitais vous poser. La première, la simplification, c'est un objectif national, c'est aussi un objectif européen. Il semblerait que Bruxelles ait pris conscience de l'importance d'une simplification à travers notamment le programme Omnibus Défense qui a été rendu public le 17 juin. Quelle est votre analyse vue de la DGA de ce programme Omnibus européen? Deuxième question, le ministre des Armées a annoncé un programme de production de drones en Ukraine avec un acteur civil. MBDA a parlé de one-way effecteurs qui devraient être aussi faits avec des acteurs civils. Donc j'aurais voulu avoir votre regard sur le rôle des industriels civils dans la remontée en puissance. On sait que nos entreprises, je pense à Renault, je pense à Panhard, ont joué un très grand rôle dans le réarmement de la France dans la Première Guerre mondiale en tout cas. Comment se positionnent ces acteurs? Enfin, dernière question, la Caisse des dépôts et consignations, à travers sa filiale SKET, a rendu hier ou avant-hier un rapport disant que notre BITD risquait, dans le cadre du programme de réarmement européen, de perdre 35 à 40 milliards de commandes en raison des difficultés, goulet d'étranglement, recrutement, etc. Je n'ai pas lu ce rapport, je n'en ai vu que ce que la Tribune en a dit. Est-ce que vous l'avez lu et que pouvez-vous nous en dire? Mille merci. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, merci d'ailleurs pour l'hommage aux attachés d'armement. J'en profite pour rappeler que nous avons créé une nouvelle catégorie d'attachés, et ce sont les aideurs, les attachés d'industrie de défense en région.
Et je le dis devant vous parce que chacun dans vos circonscriptions, sachez que vous avez un correspondant. Hier, j'étais à Chantilly avec le président Xavier Bertrand pour une convention, comme nous l'avons fait avec Renaud Muselier il y a quelques temps, un forum, une agora défense avec les entreprises locales, les institutions, les financeurs. Sachez que dans chaque région, il y a un correspondant de la DGA dont le but est de faciliter pour l'ensemble des entreprises l'accès à la BITD et le travail avec le ministère des Armées. Donc je le dis parce que je ne sais pas si c'est très connu, mais sachez qu'on a mis en place ce nouveau dispositif. Une fois que j'ai dit ça, alors, 3 questions. Je vais être extrêmement sincère comme d'habitude. J'ai bien vu le projet Omnibus. Nous n'avons pas encore eu le temps de l'analyser complètement. Maintenant, je ne doute pas qu'il reprenne un certain nombre des préconisations que nous avons tenté d'introduire auprès de la Commission européenne. De toute manière, j'allais dire, on accueille très favorablement toute démarche de simplification, particulièrement dans le contexte européen qui n'est pas le plus simple. Mais attention, tout ceci ne doit pas se faire au détriment de la base industrielle et technologique de défense européenne qui aujourd'hui pourrait être accélérée compte tenu de la difficulté mais également de l'opportunité que pourrait nous poser un des engagements des États-Unis. Sur le sujet des drones, donc le projet que le ministre a évoqué, vous comprendrez que, compte tenu d'abord de la confidentialité du projet, mais aussi du fait qu'un certain nombre des sociétés qui travaillent avec nous sont des sociétés cotées, je ne pourrais ni vous divulguer de nom ni de précision, mais évidemment l'état d'esprit c'est bien celui-là. Nos industriels de défense n'ont pas dans leur ADN le fait de pouvoir produire pas cher et en masse. Nos petits dronistes n'ont pas les capacités de produire en masse. Et donc, quelque part, on se tourne vers les industries qui ont ces capacités-là, l'industrie automobile, l'industrie de l'énergie, les différents équipementiers, pour pouvoir travailler. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de drones que vous avez vus sur le stand du ministère des Armées au Bourget qui bénéficiaient de cette expertise d'équipementiers dans les domaines que je viens d'aborder, la chimie également, donc l'énergie également, et qui nous permettent d'envisager des prix unitaires et des cadences de production qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que quand vous voyez un droniste, même un droniste qui a beaucoup multiplié sa capacité de production comme de l'air, vous n'allez pas pouvoir lui demander du jour au lendemain de produire 1000 drones par jour. Et donc là, on se tourne vers les gens qui sont capables de le faire. Ce sont des projets très concrets. Ce sont d'ailleurs des projets qui peuvent se faire soit en France, soit à l'étranger. Et je pense qu'il est intéressant de regarder ce qu'on peut faire en partenariat aussi avec l'Ukraine, pas forcément sur les aspects production, mais sur l'aspect retour d'expérience, puisque maintenant, ils ont véritablement une très bonne expérience de ce qui se passe dans le domaine des drones. D'ailleurs, on pourrait se demander si le futur LRU, c'est pas un drone, parce qu'aujourd'hui, ça change vraiment la donne. Et aujourd'hui, les dommages qui sont infligés en combat en Ukraine sont essentiellement dus à l'emploi de drones. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes en train de les faire. On garde un certain niveau de confidentialité et de discrétion sur le sujet. Mais bon, voilà, vous voyez effectivement que nous sommes mobilisés de manière très concrète. L'idée étant d'avoir des systèmes qui soient abordables, rapides à produire. Troisième point, j'ai vu effectivement l'article de Michel Cabirol ce matin dans la tribune et je n'ai pas encore lu non plus ce rapport. Vous comprendrez que la semaine du Bourget fut une semaine un petit peu intense. Je voulais répondre en tout cas sur un des aspects qui est signalé. Alors, première chose, oui, peut-être il y a une difficulté si on passe à 5% du PIB, mais je peux vous dire que s'il y a 3 ans, on n'avait pas parlé d'économie de guerre, on n'en parle plus, on parle d'économie de défense, mais si on n'avait pas parlé d'économie de guerre, si on n'avait pas mobilisé sous l'impulsion du ministre des Armées l'ensemble de la BITD ainsi que sa chaîne de sous-traitance, aujourd'hui on sera en retard et aujourd'hui il n'y a aucune chance que ça marche. Que ça aurait pu marcher. Je le dis aujourd'hui, nous ne sommes pas en retard et toutes les actions que nous avons entreprises il y a 3 ans portent leurs fruits aujourd'hui. Alors,
est-ce que ça porte suffisamment ses fruits? Bien évidemment pas encore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas en panique sur ce sujet-là. Il y a un point important, effectivement, qui est souligné notamment dans l'article, c'est le point des manques en termes de ressources humaines. Parce que c'est vrai qu'on peut on peut résoudre des dépendances, et vous avez vu qu'on a fait un certain nombre de relocalisations, par exemple, d'usines, de création d'usines, je pense à la Poudre Noire et Renco, mais il faut des gens derrière tout ça, il faut des hommes et des femmes qui soient capables de pouvoir apporter les compétences et la capacité de production. Donc évidemment, on se mobilise là-dessus, on a fait un partenariat avec France Travail pour me permettre d'identifier et de pouvoir créer les... Combien 10 000, je crois, postes qui sont en souffrance aujourd'hui. Ouverts à ouvrir ou restant à ouvrir pour soutenir effectivement cet effort de développement de la BITD. On a fait un recensement avec un questionnaire. On a fait un forum des emplois. J'ai parlé tout à l'heure de la réserve de l'industrie de défense et du partenariat avec l'éducation nationale. Donc, ce sont des choses assez concrètes. Je rappelle qu'on n'a plus les ERPET, hein. On n'a plus des écoles de formation au sein de la DGA, de la même manière qu'on n'a plus nos arsenaux, et que donc le monde a changé, le monde continue de changer, il faut qu'on s'adapte. Alors je ne sais pas si c'est perdu d'avance, je ne le crois pas, je peux vous dire en tout cas qu'on est mobilisé pour pouvoir répondre à ces nouveaux défis. Merci. La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Vous le savez peut-être, mon collègue Thomas Gassilou et moi-même venons de rendre un rapport sur les enjeux d'équilibre entre masse et haute technologie du modèle d'armée français. Il a été l'occasion de saluer les efforts du ministère des Armées français et notamment de la DGA pour adapter nos forces et notre industrie afin de permettre davantage de masse pour nos soldats à un coût maîtrisé, notamment par la simplification et des processus de commande plus fluides en privilégiant parfois la rusticité et la disponibilité à la haute technologie. Les chantiers sont nombreux, demandent du temps et il est toujours plus facile de défendre la simplification plutôt que de la conduire concrètement. Nous devons faire autrement en cherchant sur certains segments un high-low mix capacitaire plutôt que le tout technologique. Nous devons faire mieux, notamment en permettant une réelle montée en puissance de la réserve opérationnelle afin de doter notre pays d'une 3e division hybride projetable. Nous devons enfin faire avec en soutenant l'évolution de la BITD européenne vers une logique de spécialisation des productions. Pour illustrer ces axes d'ensemble, je souhaite vous faire réagir à 2 propositions du rapport. D'abord sur l'équipement low-tech, d'une division terrestre à équipement rustique et faible contenu technologique, essentiellement composé de réservistes, afin de donner à notre armée de la profondeur à peu de frais. Ensuite, nous avons souhaité tenir compte des difficultés budgétaires que notre pays connaît. C'est pourquoi nous avons défendu une augmentation du format de frégate au premier rang dans une logique de coque blanche, pouvant être déviée vers l'exportation en cours de production ou prélevée sur les forces opérationnelles. Quelle est votre appréciation de ces 2 propositions? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Donc, on en revient toujours, et vous avez raison de le souligner, aux véritables enjeux en ce moment, les enjeux de simplification, les enjeux d'accélération. J'en profite pour dire que quand on parle de... Je pense qu'il ne faut pas opposer innovation et low-tech ou low-cost. Il y a de l'innovation à faire du low-tech. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on travaille avec l'industrie civile. Jusqu'à maintenant, il y avait effectivement un questionnement qui était depuis toujours le militaire a tiré le civil. Aujourd'hui, c'est le civil qui tire le militaire. Non, aujourd'hui, je pense qu'on se challenge mutuellement et que effectivement, on a tout à gagner de ce civil. Donc, je vais pas me prononcer d'un point de vue opérationnel sur cette idée d'équipement low-tech avec un bataillon de réservistes. Et je pense que c'est peut-être une question à poser au chef d'état-major des armées, puisque c'est un sujet opérationnel. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que dans la manière dont on conçoit les équipements, et surtout si on les conçoit avec des acteurs de l'innovation et de la technologie civile, aujourd'hui, ça veut dire que ces équipements, ils sont plus faciles à utiliser, ils sont plus standardisés. C'est tout ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du pacte drone. C'est-à-dire nous concentrer sur des fonctions essentielles militaires comme le résistance au brouillage
et puis la charge militaire, mais laisser le vecteur, laisser le système de pilotage le plus simple possible et le plus interchangeable possible pour que aujourd'hui un soldat qui pilote une munition téléopérée d'un certain type, demain puisse utiliser le même mode de pilotage d'une autre munition téléopérée. Et je rappelle que je pense qu'il faut sortir là aussi pour répondre à votre question sur la masse, la technologie et autres, du dogme, un équipement, une fonction, une armée. On avait tendance à faire ça. On avait tendance à dire, bah voilà, il y a le drone de l'armée de terre, le drone de contact, qui doit être capable de faire des voies infrarouges, des voies jour-nuit, qui doit être capable d'être piloté dans tous les temps. Est-ce que c'est grave entre nous si nous avons 3 ou 4 types de drones produits par des entreprises différentes, qui aient les mêmes interfaces, comme je l'ai dit, donc standardisation, qui aient les mêmes capacités en termes de formation des pilotes et de systèmes de pilotage? Je pense que c'est pas grave. Je pense que notre rôle, c'est de faire en sorte que tout ceci soit standardisé. Mais c'est comme ça qu'on va s'en tirer. Et c'est comme ça qu'on va éviter de faire 2000, 3000 spécifications pour un couteau suisse multi-rôle dans chaque cas. Je pense qu'il faut sortir de ce dogme-là. Bon, ça c'est pour votre première question. Pour la deuxième question qui correspondait aux coques blanches, oui, vous avez raison, et on le fait. On le fait notamment pour la frégate de défense et d'intervention, donc c'est une approche que nous avons déjà adoptée. Merci. La parole est à Sabine Tillet pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le délégué général. Bon, beaucoup de questions ont finalement déjà été posées, particulièrement sur la relation avec nos ETI et PME. Nous avons en région Centre-Val de Loire un club ETI qui s'est créé et que j'ai rencontré récemment. Il s'est posé quand même la question comment mieux répondre aux appels d'offres du ministère des Armées, et je me demande si vous pourriez nous préciser concrètement les assouplissements apportés dans ces procédures d'appel d'offres et comment mieux accompagner les entreprises, notamment celles qui souhaitent évoluer dans le secteur de la défense et qui ne sont pas encore référencés par la DGA. Donc j'ai bien noté que vous nous avez dit qu'il y avait maintenant un attaché d'industrie défense en région, donc un correspondant de la DGA. Ça aussi, ça correspondait à une demande d'avoir un intermédiaire qui peut-être par les biais des chambres consulaires de la région pourrait faire les liens avec les ETI PME et pour les assister dans les appels d'offres. J'ai une deuxième question. On parle beaucoup maintenant effectivement d'augmenter notre budget de défense à 5%, enfin dans les discussions qui ont lieu au sein de l'OTAN aussi. Quand on voit qu'il faut qu'on monte en puissance, on est toujours quand même entre coopération avec nos partenaires et compétitivité en même temps. Comme on va à terme, on ne va pas pouvoir produire tout partout. Il y aura sûrement des choix à faire. Comment maintenir nos compétences nationales tout en faisant la promotion des coopérations bilatérales ou au niveau européen. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont déjà été évoqués dans les précédentes questions, et c'est tout à fait normal puisque nous avons pris le pouls finalement de nos PME, de nos ETI. Je rappelle aussi, je le dis à chaque fois, mais la BITD en France, 9 grands donneurs d'ordre, 4500 ETI PME, un peu plus de 1400 qui sont considérés comme critiques pour la défense, environ 1000 qui sont depuis peu visités chaque année par la DGA. Donc c'est du concret, c'est du réel. Effectivement, en termes de pédagogie en amont sur le fonctionnement des appels d'offres, c'est le correspondant, c'est l'EDER. Mais sachez qu'aujourd'hui, ces appels d'offres, en fait, ils ne sont pas figés dans une forme de miroir du passé. Nous essayons d'adapter la nature de l'appel d'offres aux enjeux concernés. Et effectivement, quand on fait un appel d'offres pour un sous-marin nucléaire, un lanceur d'engin, d'ailleurs on ne le fait pas parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est capable de le produire, mais qu'on fait pour un système de missiles par exemple, ou un système de véhicules terrestres, c'est pas la même chose que quand on fait quelque chose pour un logiciel ou pour un drone.
Et donc, il faut justement sortir de cette manière de le faire. J'en ai parlé tout à l'heure, assouplissement des spécifications, nouveaux modes de contractualisation également. Et donc, tout ceci, effectivement, je pense qu'il faut pouvoir le discuter, et le discuter dans le cadre du plan PEPS, le discuter avec l'EDER, le discuter dans le cadre de ces clubs ETI et PME. Et sachez que si le club en question a des besoins en termes de lien avec la DGA, on est tout à fait en mesure d'y répondre. J'ajouterai, et je le répète pour tous ceux qui pourraient regarder cette audition, l'importance du guichet unique en termes d'innovation. C'est quelque chose qu'on avait monté à l'Agence de l'innovation de défense, qui fonctionne très bien. Ce guichet unique, c'est, je le rappelle, vous avez une innovation, vous pensez qu'elle peut intéresser la défense, mais vous ne savez pas également exactement qui contacter, si c'est vrai, et quel cas d'usage. Eh bien, vous remplissez un formulaire extrêmement simplifié. Ça vous prend 10 minutes. Hein. Vous êtes ensuite rappelé, et c'est pas, vous êtes vraiment rappelé, entretien téléphonique, et on vous dit très rapidement, soit ça nous intéresse pas, et c'est pas grave, mais il faut le savoir vite. Soit ça nous intéresse, et on va chercher le cas d'usage, le sponsor au sein du ministère, et le meilleur moyen d'accompagner. Et en fait, on a renversé la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est plus à l'entrepreneur de faire le parcours du combattant, et quiconque a déjà vu un organigramme soit de la DGA, soit des différentes armées, se rend compte de la complexité de l'organisation. C'est à nous, finalement, de vous guider, de guider les entrepreneurs dans cette démarche-là. Donc ça, je pense que c'est tout à fait opérationnel aujourd'hui, et donc j'invite ce club des ETI-PME à pouvoir, le cas échéant, regarder ces modes d'approche et de contractualisation. Sur le sujet de la coopération, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on change un peu la manière de voir les choses. On ne peut plus continuer à avoir cette coopération de temps de paix, où finalement, ce qui était important, c'était de maintenir les bureaux d'études avec une montée en puissance de différents pays, qui d'ailleurs n'étaient pas équivalents, parce que tous les pays n'ont pas une BITD. Tous les pays n'ont pas les mêmes objectifs. Nous, notre objectif, c'est pas uniquement la compétitivité de notre industrie, c'est satisfaire en priorité les besoins des forces armées. La DGA, elle est là pour ça. Et donc, si quelque chose va à l'encontre de cela, eh bien, ça sera toujours du second ordre par rapport à cette mission de base. Pardon, excusez-moi. Vous m'accusez de la clim, en fait. Ben. Bon. Donc, on ne peut plus rester dans cette coopération dans laquelle on met des petits drapeaux entre plusieurs pays, et on dit oh bah, ça doit être un workshare équilibré, et tout le monde a 33% si on est 3 et 50% si on est 2. Et si on continue à faire ça, on va continuer à faire les missiles Aster comme on les faisait, avec un missile qui, je le rappelle, est conçu en franco-italien, avec un workshare équilibré entre les chaînes de sous-traitance des deux pays, les fournisseurs des deux pays, ce qui amène ce missile à faire des allers-retours, plusieurs allers-retours, et donc un délai de production du missile qui est beaucoup trop important. Donc il faut changer cette manière de faire, et il faut changer de culture. Et là, je voulais dire quelque chose devant vous. Je pense que la France doit changer de culture. Il faut accepter que d'autres pays aient une BITD. Il faut accepter aussi que d'autres partenaires ont des solutions plus à même de répondre à notre besoin. Historiquement, chaque fois qu'on fait une coopération, c'est la même chose. On dit on est capable de tout faire, parce qu'on sait faire tout. On sait faire des avions, on sait faire des bateaux, on sait faire des sous-marins, on sait faire des satellites. Mais pourquoi on sait faire tout? Parce qu'il y a la dissuasion nucléaire. Et la dissuasion nucléaire nous a imposé une hypertrophie de notre BITD, qui d'ailleurs n'est soutenable que par l'export. Donc on est nous-mêmes dans ce schéma-là. Pour autant, aujourd'hui, je pense, et c'est ce qui a été évoqué lors d'un symposium que la DGA, DGRIS ont organisé, j'en ai parlé dans mes propos liminaires il y a un mois et demi, qu'un pays puisse emporter les besoins d'un autre, proposer une solution, le cas échéant qu'on puisse construire cette solution ensemble, voire la produire sur le sol français sous licence, du moment qu'on accepte cette réciprocité. Oui, la France peut emmener les besoins dans le domaine de l'aviation de combat, par exemple, et d'autres pays peuvent nous apporter des besoins dans d'autres domaines. Et je pense que c'est important d'avoir cette conscience qu'il faut
repenser la manière dont on fait les coopérations pour se placer sous un plutôt best athlète avec des coalitions de besoins qui emportent les besoins des différents pays et non pas chercher uniquement le retour sociétal, le 50% sur le workshare et les petits drapeaux qui, entre nous, conduisent aujourd'hui à avoir des coopérations qui ne sont pas ou moins adaptées au contexte géostratégique actuel. On le voit avec la Belgique, par exemple, où on a un beau partenariat. La parole est à Lise Magnier pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué Général, je vous remercie de vos propos et surtout, je vous remercie d'avoir précisé que la LPM est effectivement tenue, malgré un contexte budgétaire complexe. Mais nous avons tous bien en tête que les questions de défense et donc d'armement sont redevenues centrales depuis quelques années et avec une prise de conscience accélérée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le contexte international a donc remis la question de l'armement au centre des préoccupations de politique de défense et j'imagine que l'implication des États-Unis dans les frappes qui ont eu lieu sur l'Iran ces jours derniers a augmenté ou augmentera la tension autour de cette problématique. Monsieur le Délégué Général, vous nous avez fait un point précis sur l'ensemble des programmes d'armement engagés, en citant notamment la dronisation, la stratégie de très haute altitude, la coopération avec les pays amis européens, le tout avec une forte volonté de simplification. Et il semblerait que le président de la République pourrait annoncer des priorités en matière de défense le 13 juillet prochain. Après l'état des lieux précis, clair, de l'ensemble des missions que vous menez avec vos équipes, que nous saluons tous, ma question est donc la suivante. Comment vous projetez-vous? Quelles seraient ou quelles sont les prochaines grandes étapes ou objectifs de la DGA? Quelles seraient ou quelles sont pour vous les 2-3 grandes priorités pour les années à venir? Je vous remercie. Alors on pourrait en parler pendant quelques heures. Et bien évidemment, je ne permettrai pas d'anticiper sur les communications et les priorités que le président de la République pourra évoquer le 13 juillet. Bien évidemment, nous en parlons beaucoup. Et il y a un certain nombre de domaines qui sont devenus, de fait, des domaines prioritaires. Il y en a qui sont, j'allais dire, c'est pas vrai, pas technologiques, mais qui sont plus immédiats, sont les munitions. Je pense qu'on ne peut pas envisager l'avenir si on ne parle pas de la question des munitions, des redotations, de l'accélération de la production. Parce que finalement, on peut avoir tous les sous-marins, tous les bateaux et tous les avions qu'on veut. S'il n'y a pas de munitions, l'effet militaire est nul. Donc il faut absolument qu'on puisse continuer à amplifier ce mouvement en termes de munitions. Deuxième, et je pense que ça ne vous choquera pas, domaine prioritaire, on en a parlé tout à l'heure, c'est le spatial. Et je mets dedans la très haute altitude. Le prochain conflit démarrera dans l'espace. On voit la compétitivité qu'on a sur un espace qui, je rappelle, il y a 15 ans, était un espace quasi régalien. Il n'y avait que l'État qui avait accès à l'espace. Et aujourd'hui, vous avez, et on le montre, tous les jours, des acteurs qui génèrent des dépendances. La dépendance à Starlink, elle est réelle pour beaucoup de pays. Alors on a la chance d'avoir des opérateurs, notamment un opérateur qui s'appelle Eutelsat, avec qui nous venons de signer un accord pour pouvoir construire des capacités, une alternative à cette dépendance dont on voit bien qu'elle est fragile. Puisque du jour au lendemain, vous avez vu ce qui s'est passé lorsque Starlink a été débranché pour les Ukrainiens. Le domaine du spatial dans toutes ses composantes géostationnaires, composantes New Space, c'est-à-dire plutôt orbite basse et moyenne, et composantes lancement, est un domaine qui pour nous est absolument prioritaire. Et ce d'autant plus qu'on peut avoir l'impression que c'est un sport de masse, mais ce n'est pas la même chose de mettre un satellite qui n'est pas le même satellite à 700 km d'altitude et de le mettre à 36 000 km d'altitude. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout sacrifier au New Space et oublier, et vous savez qu'il y a des rapprochements en ce moment dans le domaine, que nos industries qui sont parmi les seules à savoir faire un gros satellite géostationnaire d'observation, de renseignement électromagnétique ou de télécommunication, il faut pouvoir continuer à avoir cette capacité patrimoniale et pas tout sacrifier donc au New Space.
Et puis d'autres domaines prioritaires, il y en a plusieurs. Je pense que de toute manière, les priorités, elles sont faites. Elles sont surtout élaborées en fonction du besoin opérationnel. Et vous pourrez en poser la question au CEMA, mais je ne vais pas parier une bière avec le CEMA, il n'en prend pas. Mais je pense qu'il commencera par les munitions, parce que c'est évident. Mais il y a aussi la violence des ruptures technologiques que nous subissons aujourd'hui. Franchement, ça vous décevrait si je ne parlais pas de quantique. Encore une fois, le quantique, et je ne parle pas de l'ordinateur quantique, parce que je parle du capteur quantique. Il y aura un avant et un après. Et il sera d'autant plus violent que la première nation qui se dotera des capacités ne le dira pas aux autres. Donc là encore, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas baisser les bras. Et on a de la chance, on est parmi les premières nations au monde à pouvoir relever ce défi du quantique. Et donc là, l'innovation, le quantique, il ne faut pas baisser les bras. Une fois que j'ai dit ça, donc d'abord, poser la question au CEMA sur la partie des priorités opérationnelles. Mais je rappelle aussi que nous avons réintroduit la capacité d'anticipation stratégique comme une des missions fondamentales de la DGA. Parce que finalement, et je le redis, et le ministre l'avait dit lors d'une convention, nous sommes quelque part un des seuls endroits dans l'État où on doit et on peut penser le temps long. On doit le faire pour notre dissuasion, parce que toute décision qu'on prend aujourd'hui nous oblige jusqu'en 2060. On doit le faire parce qu'on gère des programmes d'armement qui, une fois qu'ils sont lancés, vont perdurer, et le porte-avions et les sous-marins nucléaires d'engin 3e génération vont naviguer jusqu'en 2080. Donc on doit penser ce temps long, et donc comme on doit penser ce temps long, on s'est doté d'outils, de stratégies, de structures qui nous permettent de replacer l'anticipation stratégique au cœur de nos préoccupations. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, et ça va dans le sens du mouvement que vous décriviez. Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, le retour d'expérience du conflit ukrainien nous apporte des enseignements évidents. En cas de conflit de haute intensité qui s'installe sur la durée et en l'absence de supériorité aérienne claire de part ou d'autre, l'artillerie joue un rôle absolument majeur. La frappe dans la profondeur, là où se gagne la guerre, est absolument essentielle. Alors évidemment, l'excellence de nos armées françaises dans le cadre d'un conflit asymétrique pour des OPEX ou des opérations commando et l'excellence de notre dissuasion nucléaire ne doivent pas cacher les difficultés conventionnelles que nous rencontrerions pour le cas où notre armée devrait faire face à un conflit de haute intensité. Évidemment, elles ne doivent pas cacher nos lacunes en matière d'artillerie, comme l'a démontré le rapport que nous avons rendu il y a quelques semaines avec mon excellent collègue Jean-Louis Thiriot. Ma question va donc porter ce matin sur l'artillerie et plus spécifiquement sur la frappe dans la profondeur. La France aujourd'hui ne dispose plus que d'un seul régiment d'artillerie capable de frapper dans la profondeur avec ses lance-roquettes unitaires, issus de la modernisation d'un matériel américain, le lance-roquettes multiple, le LRM. Le remplacement de ces LRU, qu'on a aujourd'hui bien du mal de maintenir en état de fonctionnement, les pièces de rechange étant complexes à obtenir, notamment en ce qui concerne les boîtes de vitesse, est absolument essentiel, et on redoute évidemment une perte de capacité conventionnelle de frappe dans la profondeur terre-terre dès 2027. Pour cette raison, un partenariat d'innovation a été lancé par le gouvernement pour le remplacement de ce matériel auprès de 2 regroupements momentanés d'entreprises, Safran MBDA d'une part et Thales Ariane Group d'autre part. Lors de nos auditions, nous avions eu la surprise d'apprendre que l'entreprise Turgis et Gaillard avait, en dehors de cette procédure gouvernementale, fabriqué un démonstrateur qui serait, selon eux, capable de remplacer le LRU avant cette échéance de 2027 et donc de combler ce trou capacitaire. Il s'agit du foudre que nous avons pu découvrir au Bourget la semaine dernière. Ce système permettrait à la fois de tirer notre stock de roquettes actuelles et de recevoir les futures roquettes d'MBDA ou d'autres groupes. Dès lors, ma question est assez simple. Est-ce que la DGA a prévu de permettre à ce système de faire des essais de tir sur l'île du Levant dans les prochaines semaines, Turgis et Gaillard ayant indiqué qu'ils étaient en capacité de le faire dès 2026 ? Merci. Merci, monsieur le député. Alors, évidemment, d'abord, la frappe longue portée terrestre, ça veut tout et rien dire. Et donc, effectivement, il faut dissocier le successeur du LRU, donc plutôt quelque chose qui va jusqu'à 150 km, de toutes les autres initiatives que nous avons déclenchées
parce que évidemment, on a vu à la lumière du conflit symétrique de haute intensité, comme vous le soulignez, en Ukraine, toute l'importance de l'artillerie, du contournement de la dissuasion par le bas. Donc on s'interroge sur le segment médian, on s'interroge sur le segment très longue portée terrestre aussi, et vous avez vu qu'on a déclenché une initiative qui s'appelle ELSA, à laquelle nous participons, et donc évidemment toutes ces questions-là, et je pense que ce sera d'ailleurs l'un des sujets que le SEMA pourra développer devant vous lorsqu'on parlait de priorité suite à la question de Madame la députée, je pense que ça en fait partie évidemment. J'en profite aussi pour dire que on n'est pas trop ridicule dans le domaine et que le canon César, aujourd'hui, est une véritable référence. On a eu l'occasion de se déplacer avec le ministre Sébastien Lecornu, mais également le ministre belge de la Défense sur le site de Roanne, chez KNDS, et on a pu voir toutes les adaptations, et notamment la sortie de ces Césars de nouvelle génération. Et ce sont des machines qui sont aujourd'hui, je pense, les meilleurs du monde sur ce segment-là. Une fois qu'on a dit ça, je ne reviens pas sur le LRU, vous avez parlé du partenariat d'innovation. Au passage, on regarde tout. On regarde le IMAX, on regarde le Pinaka. On se pose la question d'ailleurs de savoir est-ce qu'il faut un successeur au LRU. Parce que justement, si on regarde le Retex d'Ukraine, on peut se dire peut-être que le prochain LRU, c'est un lance-drone. C'est un lance MTO, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui s'en rapproche. Mais bon, on est véritablement dans cette démarche d'analyse de la valeur qui prend évidemment le coût, mais aussi le délai de mise à disposition en compte, puisqu'on voit bien que c'est là-dessus que réside la principale difficulté. Et donc, sur ce délai de réalisation, moi je suis très content de voir qu'une entreprise comme Turgis et Gaillard propose, comme elle l'a déjà fait d'ailleurs avec Aarok, des systèmes qui sont autofinancés et qui sont autodéveloppés. Et je tiens à souligner devant vous la démarche très vertueuse de Turgis et Gaillard. J'ai eu l'occasion de le faire hier à l'événement de Chantilly, puisque Fanny Turgis était présente à mes côtés. Donc nous avons tous vu le Foudre, qui aujourd'hui est une proposition qui, je rappelle, est quand même fondée sur un lanceur seul, effectivement sans munitions et sans conduite de tir, qui sont des sujets sur lesquels on peut discuter, qui nécessiteront donc des partenariats avec d'autres entreprises. En tout cas, les discussions sont ouvertes pour utiliser le site du Levant pour pouvoir tester ce nouvel engin. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on soutient cette entreprise et que donc nous sommes en train de regarder ce qui sera possible de faire. Et de préciser que la représentation nationale, à travers un amendement que j'avais porté, favorisait une solution souveraine. La parole à présent est aux différents députés qui ont souhaité poser des questions. Nous en avons 5, donc nous allons commencer par les 3 premiers et je cède la parole à Laurent Jacobelli. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Alors que débute le sommet de l'OTAN, l'accord entre le Canada et l'Union européenne ouvre à l'industrie de défense canadienne l'accès au programme SAFE d'acquisition conjointe d'armement. Vous le savez, au Rassemblement national, nous sommes toujours opposés à l'instrument SAFE qui constitue une atteinte grave à la souveraineté des États membres. Nous espérions néanmoins que le gouvernement français parviendrait à imposer un rapport de force en faveur d'une préférence européenne bénéfique à notre BIT2. Hélas, comme d'habitude, il n'en a rien été. Les critères d'éligibilité aux emprunts communs sont particulièrement décevants. 65% de composants européens exigés seulement et aucune prise en compte de l'autorité de conception pour une large gamme de produits de défense. Comme si cela ne suffisait pas, Mme von der Leyen et M. Emmanuel Macron permettent désormais à un État tiers, le Canada, d'intégrer SAFE, gravant ainsi dans le marbre la suprématie de la préférence étrangère de fait dans les commandes d'armement sur la priorité européenne dans ce programme. Dans l'attente du second accord bilatéral qui permettra au Canada de participer pleinement au marché public conjoint, pouvez-vous nous indiquer votre position et dans quelle mesure la DGA a été associée à la définition des critères techniques garantissant que l'industrie canadienne soit véritablement mise sur un pied d'égalité avec les fabricants de l'Union européenne? La parole est à Pierre Cordier.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le délégué général. J'ai noté effectivement dans vos interventions des mots qui sont souvent revenus: compétences, disponibilité, savoir-faire, recherche, adaptabilité, innovation. Je voudrais, Monsieur le délégué général, attirer votre attention sur un secteur de notre pays, une région assez peu connue, mais qui travaille énormément pour l'armée. C'est le nord du département des Ardennes, où sur ce territoire, il y a énormément de forges, de fonderies, d'entreprises qui travaillent pour l'estampage, pour l'usinage. Et je voulais, au vu de la phrase que vous avez mentionnée tout à l'heure aussi, forger les armes de la France, attirer votre attention sur ces entreprises qui sont tout à fait disponibles dans un contexte un petit peu tendu aussi avec la fin du moteur thermique, pour vous dire qu'elles sont à votre disposition. Il y a une trentaine d'entreprises ardennaises qui sont prêtes à travailler, qui ont commencé bien entendu à travailler avec vous. Et on a parlé beaucoup de moyens budgétaires tout à l'heure, mais il faut aussi des entreprises. Et si ces entreprises disparaissent, Monsieur le délégué général, elles ne seront jamais recréées, vous le savez. Donc je compte vraiment sur vous sur ce point pour attirer votre attention sur ce secteur. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Julien Limangy. Merci Monsieur le Président, Monsieur le délégué général. Nous avons toujours été opposés aux emprunts communs de l'Union européenne pour financer la défense, ainsi qu'au rôle de supervision qu'il confère à la Commission européenne. Le mécanisme SAFE ne fait que renforcer nos inquiétudes. Adopté sans consultation du Parlement européen, il institue une logique où les décisions sont concentrées entre la Commission et le Conseil, excluant de fait les représentants des peuples. Et puis ce dispositif est entièrement piloté depuis Bruxelles. Nous n'avons, semble-t-il, même plus notre mot à dire. À cela s'ajoutent des critères d'éligibilité pour le moins laxistes, seuls 65% de composants européens requis et aucune exigence d'autorité de conception pour la première catégorie d'armement. Dans ce contexte, Monsieur le délégué général, quel sera précisément le rôle du DGA dans ce dispositif dont la France n'est pas maître pour garantir que les intérêts de notre base industrielle et technologique de défense soient défendus et servis par ce mécanisme malgré son pilotage européen? Merci Monsieur le délégué général. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a quand même deux questions qui sont extrêmement proches, c'est pas exactement la même chose, je suis d'accord, Monsieur le député, mais qui reviennent sur ce règlement SAFE. D'abord, il ne faut pas oublier que SAFE, c'est temporaire, c'est exceptionnel, c'est 150 milliards d'euros. Pour le coup, je ne sais pas si c'est la bonne cible pour dire qu'on est en train de perdre notre souveraineté, parce que c'est de la dette, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment au choix des différents États. Vous m'auriez parlé des DIP en particulier, on pouvait en parler davantage, mais je crois que pour le coup, SAFE, c'est une bonne opportunité. Et c'est pas de l'aliénation, c'est véritablement quelque chose que, si il doit être utilisé, et je ne me prononce pas encore à ce stade, c'est pas à moi de le faire, devra pouvoir nous apporter un certain nombre de bénéfices. Je rappelle, vous l'avez dit, il n'y a pas et Monsieur le député, vous l'avez précisé, il y a bien un critère sur l'autorité de conception, même si cette règle de préférence européenne est relativement souple, pour la catégorie 2. Et je rappelle pour l'auditoire que la catégorie 2, c'est les systèmes de défense aérienne antimissiles, les capacités de surface marine et sous-marine, les drones autres que les petits drones, les systèmes anti-drones connexes, le transport stratégique, ravitaillement en vol, système C4, ISTAR, moyens de services spatiaux, protection des moyens spatiaux, intelligence artificielle et guerre électronique. Donc, oui, effectivement, ce n'est que la catégorie 2, mais on ne peut pas dire que la catégorie 2, ça soit des petits objets souverains. Ce sont des grands objets, ce sont des objets de souveraineté, et c'est d'ailleurs pour ça que cette catégorie 2 d'autorité de conception s'applique. Mais voilà, sur l'opportunité de susciter l'intérêt autour de solutions européennes, je pense que, et françaises donc, le dispositif SAFE est un bon outil dans le cadre d'acquisition commune. Mais je suis d'accord avec vous, messieurs les députés, il faut veiller à ne pas dédoubler les compétences des États. Nous y serons extrêmement vigilants, comme nous le faisons d'ailleurs. Et je rappelle qu'il y a un certain nombre d'agences au sein de l'Union européenne, je pense à l'AED en particulier, mais aussi d'agences d'acquisition comme l'OCAR, qui ne doivent pas aujourd'hui être dédoublées dans ce cadre. Merci. Alors, rappelez-moi votre question sur le Canada, parce que j'ai pensé que c'était le cadre général dont vous parliez, mais...
Oui, il y a un accord avec le Canada qui intégrerait le Canada dans l'opération SAFE, comme si finalement c'était un opérateur européen. C'est-à-dire qu'on retrouve la mondialisation qui a tué notre agriculture, notre industrie, etc. C'est-à-dire que c'est européen, mais c'est ouvert au monde entier et sans préférence. Déjà 65%, c'est pas... On aurait pu s'attendre à bien pire, ça je peux vous le dire. Ensuite, non, c'était mal parti, c'était très mal parti. Donc ça veut dire qu'au moins on a réussi quand même à... et d'ailleurs si vous regardez les États-Unis aujourd'hui, ils se mordent les doigts sur un certain nombre d'exigences parce qu'ils ne peuvent pas faire appel à d'autres pays, je pense notamment au domaine naval. Sur le Canada, c'est un choix politique, il ne m'appartient pas de répondre là-dessus, mais on sera extrêmement vigilant effectivement à ne pas avoir de perte de souveraineté dans ce domaine-là. Merci, Monsieur le Délégué Général. J'ai 2 autres questions qui sont rajoutées. Nous allons les prendre toutes les 4 ensemble de façon à respecter les horaires. Et nous commençons par Catherine Hervieux. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, le programme 146 équipement des forces est le principal levier budgétaire en matière d'armement des armées françaises. En même temps, les armées ont besoin d'une marge d'initiative pour des acquisitions avec des entreprises de la BITD. L'organisation actuelle apparaîtrait trop contraignante pour développer du capacitaire ciblé. Par exemple, l'acquisition de drones couplés avec le besoin perpétuel d'une protection contre les nouveaux drones. Avec leur évolution en matière d'innovation, il est nécessaire d'être plus rapide pour leur achat et leur diffusion en lien avec les besoins opérationnels identifiés, notamment avec le RETEX en Ukraine. Alors, que pensez-vous de la proposition de déléguer à chacune des 3 armées une enveloppe de 100 millions d'euros en pilotage autonome depuis le programme 146 ? Et c'est une proposition du rapport de la mission d'information Masse et haute technologie qui permettrait aux armées de s'adapter plus finement à leurs propres besoins et dans un délai réduit. Merci. La parole est à Geneviève Dariussec. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Moi, c'est une question très concrète et très pragmatique. Bien sûr, l'industrie de défense, elle se concentre quelquefois dans des agglomérations et des grands centres urbains pour beaucoup d'ingénierie, mais elle irrigue aussi par toutes les PME, tous les sous-traitants, elle irrigue tout notre territoire, y compris les territoires les plus ruraux. Et vous avez parlé de personnel de la DGA qui serait présent dans chaque région. Alors concrètement, ces personnels sont-ils en poste dans ces régions? Où peut-on les contacter? Et particulièrement dans la plus belle région de France, qui est la Nouvelle-Aquitaine. Merci. La parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Délégué Général. 2 petites questions. La première sur le remplacement des avions de guerre aériens qui a été annoncé au Salon du Bourget. J'aimerais connaître les conditions, le prix, pourquoi pas la solution souveraine, évidemment, puisqu'on est dans un contexte où, d'une certaine façon, on renonce durablement à ne pas développer de capacité souveraine de la filière, puisque la prochaine génération d'avions de guerre aériens marines a bien été concédée je me reprends, excusez-moi, je suis fatigué. La marine a bien décidé de se procurer des Hawkeye aussi, donc on va avoir une version GlobalEye et une version Hawkeye, et donc on décide manifestement de ne pas explorer la souveraineté dans ce domaine. Et puis la deuxième question porte sur les forges de Tarbes, évidemment, reprise en 2021, production 45 000 pièces, objectif plusieurs centaines de milliers, on ne sait pas. L'entreprise aujourd'hui atteint son pire cours boursier, 0,0057 €. Quelles sont les perspectives d'avenir pour cet acteur qui est censé quand même produire des obus en France? Vous parliez des munitions. Je rappelle que Rheinmetall, c'est 750 000 obus par an. On atteint péniblement 45 000 obus après 4 ans de reprise du site. Merci. La parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué Général, on le voit, l'Ukraine constitue une sorte de terrain d'entraînement à l'utilisation de l'IA et nombre de pays en ont pris conscience suffisamment tôt pour s'adapter à cette guerre d'un nouveau genre. Les efforts du ministère des Armées vont dans le bon sens, en témoigne le sommet pour l'action de l'IA initié par Paris le 10 février dernier. Néanmoins, il y a de quoi s'y perdre. Car à l'heure où le gouvernement semble prendre timidement conscience des problèmes de gaspillage et d'inefficience que posent des centaines d'opérateurs français, le MINARM multiplie les structures intervenant dans le champ de l'innovation, un domaine où les décisions devraient au contraire être les plus rapides, cohérentes et efficaces.
Entre la DGA, l'AID, mise en place sous Florence Parly, à laquelle vient s'ajouter désormais l'Amiade de Sébastien Lecornu, qui, je le rappelle, n'est pas financé par la LPM, et bientôt la création d'une nouvelle entité, le Commissariat au numérique de défense, qui regrouperait cette fois-ci plusieurs autres infrastructures, difficile de s'y retrouver. Sachant que l'AID avait précisément été conçue pour être le pôle innovation du Minarme, vous comprenez que de l'extérieur, on a parfois le sentiment d'un croisement ou d'un manque de communication. N'est-elle plus utile aujourd'hui qu'à distribuer des subventions? À quoi peuvent donc bien servir toutes ces infrastructures? Je vous remercie. Merci, monsieur le délégué général. La parole est à vous. Oui, j'ai bien compté, c'était 4. Parfait. Alors, pour répondre, Madame la députée, sur la première question, sur ce qui est une question, enfin, c'est ce que nous, on appelle un marronnier, parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'on en discute. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne question, hein, soyons clairs, mais je pense que c'est... Non, c'est pas pour ça. Je dis la question en elle-même est bonne. Et quand j'étais directeur de l'Agence de l'innovation de défense, donc je rappelle en 2018, on commençait déjà à se poser ce type de questions. Je rappelle qu'il y a le P178, le programme 178, il peut conduire à des acquisitions directement sur du consommable, sur du MCO. Donc il y a déjà une première solution qui répond aux besoins des armées. D'autre part, je pense qu'il est important d'avoir une approche capacitaire cohérente. Et je veux bien croire en une certaine forme de subsidiarité, mais s'il y a une DGA, c'est pas pour rien, en fait. Et que cette approche capacitaire cohérente, elle passe par la DGA, et c'est l'articulation du temps court, temps long. Donc je voudrais, là aussi, et je vous en donner, et je vous en remercie, Madame la députée, l'occasion de briser une légende urbaine. Non, la DGA, elle ne fait pas tout en cycle en V et elle n'est pas capable de répondre aux besoins rapides des armées. Ça n'est pas vrai. Nous sommes en train de faire et de conduire avec le chef d'état-major des armées ce qu'on appelle la révolution des affaires capacitaires, avec des équipes intégrées, avec des tours de guet, avec des capacités d'acquisition qui soient agiles et qui soient réactives. On peut le prouver. Et en tout cas, aujourd'hui, je pense que cette recommandation s'inscrit plutôt dans une analyse qui est une analyse un peu du passé par ce rapport hein, que vous citez, et qu'aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité compte tenu des nouveaux instruments et de la nouvelle organisation que nous sommes en train de mettre en place. Madame la ministre, j'en profite, puisque votre question rejoint un petit peu votre question, monsieur le député, à laquelle, et vous me pardonnerez, j'ai oublié de répondre. D'un côté, il n'y avait pas de question, mais vous avez attiré mon attention. Mais j'en profite quand même. Effectivement, nous avons ce personnel de la DGA, donc les EDER, qui est disponible, qui dépendent donc de la direction de l'industrie de défense. Et je rappelle qu'à la DGA, c'est la direction de l'industrie de défense qui connaît la BITD, notamment la BITD locale. Donc donc ils sont mis en place sur des postes permanents. La réponse est oui, ils sont en place auprès des préfets de région. Et nous avions déjà passé, je pense, mais on va repasser à la commission les coordonnées par région de chaque EDER, de telle manière qu'à ce que vous puissiez effectivement discuter. Monsieur le député, vous me disiez il y a des compétences et des domaines. Je suis totalement d'accord avec vous et je pense qu'il y a des domaines qui ont été mal considérés depuis des années. Et la forge, l'industrie lourde en fait partie, mais enfin, il faut bien aussi se rendre compte qu'on a désindustrialisé la France depuis un certain nombre d'années et qu'aujourd'hui on est plutôt dans une phase inverse. J'en profite pour dire la défense, c'est pas l'Eldorado quand même. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs, et je pense à des acteurs qui sont un peu en difficulté dans le secteur de l'automobile, qui nous regardent et qui nous disent « chouette, il y a la défense, on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde ». Donc il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des choix à faire, mais attention, la défense, c'est rentable, intéressant, complexe, et il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, et donc c'est justement de ça dont il faut qu'on discute au cas par cas, je pense, avec l'ensemble des sociétés que vous avez en tête et l'ensemble des acteurs. Monsieur le député, sur les capacités de guet aérien et sur la dépendance, oui, je suis d'accord avec vous. On a effectivement une certaine dépendance et une certaine adhérence avec nos partenaires étrangers. Néanmoins, vous me questionnez dans cette enceinte, et c'est bien normal, sur la soutenabilité de notre modèle et la capacité de se doter des systèmes dont nous avons besoin. Ça veut dire qu'on est aussi obligé de faire des choix en considérant le coût et l'efficacité de nos matériels. Première chose, les États-Unis, ce n'est pas des ennemis, ça reste un partenaire.
Donc oui, effectivement, les Hawkeye ont des capacités spécifiques. C'est pour ça qu'on a passé ce marché-là. Il n'y a pas d'équivalent. L'équivalent, ce serait de développer, from scratch, si j'ose dire, un nouveau matériel. Et d'un point de vue de la soutenabilité, ça n'est pas possible aujourd'hui. Même chose pour le GlobalEye. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait prendre le nouveau système, enfin le Westell ou le nouveau système américain. Il est hors de prix. Et le véritable système n'existe pas encore. On pouvait se dire, on va mettre des capacités, notamment apportées par les nouveaux radars, et ceux en particulier de Saab, sur un autre avion. Mais ça coûte beaucoup plus cher que de prendre une solution sur étagère et qui répond à nos besoins, qui sera évidemment, puisqu'il s'agit de la diffusion francisée dans une certaine mesure, mais je peux vous assurer, et je ne vous donnerai pas de chiffres pour des raisons évidentes, que le coût de la francisation est très, très, très inférieur au coût d'un développement spécifique qui intégrerait ces capacités-là. J'aurais aimé pouvoir le faire, mais aujourd'hui, compte tenu du délai et compte tenu du coût-efficacité, du rapport coût-efficacité que nous recherchons, ça n'est juste pas soutenable. Et j'ajoute là-dessus les capacités de MCO sur ces systèmes-là, qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros sur les systèmes actuels par an, et qui, là aussi, méritent qu'on s'en affranchisse très très rapidement. Sur la question des forges de Tarbes, alors c'est une question dont on discute souvent dans cette enceinte là aussi. Vous savez que le ministère des Armées accompagne les forges de Tarbes pour son projet de diversification de ses clients à l'exportation, et là aussi les capacités d'exportation de cette entreprise en assurent la pérennité. Nous avons, puisque c'est les services de Premier ministre, ont notifié plusieurs autorisations d'exportation qui ont été notifiées depuis 2022. Nous avons accordé, nous, État, à l'entreprise 2 avances remboursables. On parle de plusieurs millions d'euros. Et ça nous a permis de moderniser, d'améliorer les capacités de l'outil de production, notamment en faisant appel à l'article 90. Ce plan de modernisation se poursuit. L'objectif, c'est que la société ne soit pas le facteur limitant de l'augmentation de la production des munitions du canon César, puisque cette production, d'ailleurs, fait intervenir plusieurs industriels. Et donc, la DGA est présente, elle est là, elle apporte un soutien et un suivi régulier et attentif à ces sociétés. On a pu constater qu'elle était mobilisée pour l'atteinte de ses objectifs de production de 2025. Et entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, les livraisons ont quasiment doublé. Et je veux que ce soit également une illustration de l'implication des différents salariés de l'entreprise, des Forges de Tarbes, qui a permis d'avoir ce résultat. Enfin, monsieur le député, vous attirez mon attention sur... alors, je suis d'accord avec vous, vu de l'extérieur, on peut se perdre un peu. Je rappelle l'AID, un sujet que je connais un petit peu quand même. Je rappelle que l'AID est un service à compétence nationale qui est placé auprès du délégué général pour l'armement. Donc, ce n'est pas une structure en plus. Pourquoi on a voulu ça? On a voulu ça parce qu'il faudrait que ça soit un statut quasi quantique. Voilà, c'était à l'intérieur et à l'extérieur de la DGA pour lui permettre d'avoir des approches qui n'étaient pas les approches conventionnelles qu'on pouvait avoir à la DGA. Donc l'AID, pour moi, quand vous dites c'est à l'extérieur, non, ce n'est pas une agence à l'extérieur, c'est une agence qui dépend de la DGA, sur laquelle d'ailleurs je préside le comité de pilotage de l'innovation de défense, qui est présenté par l'AID et qui fait d'ailleurs appel aussi à des personnalités qui sont des personnalités qualifiées extérieures. Et ça nous permet d'avoir une certaine liberté de manœuvre. Je parlais pas de pirates à l'époque où j'étais directeur de l'AID, mais je parlais bien de corsaires vis-à-vis de la DGA. Et donc je pense que c'est une même chose. Deuxièmement, vous me parlez et vous avez raison, du CND, donc le commissariat pour le numérique de défense, qui est en train de se mettre en place. Pourquoi il se met en place? Eh bien, si on faisait un petit avant-après, vous verriez la simplification du numérique au sein du ministère. Auparavant, il y avait ce que la précédente ministre avait qualifié devant moi de plat de spaghettis, avec énormément de structures, beaucoup moins lisibles. Et donc la volonté, là, ça a été de rationaliser d'un point de vue des méthodes, rationaliser aussi avec l'informatique, c'est-à-dire le numérique du socle et le numérique des systèmes d'information, et puis le numérique embarqué du combat connecté et des systèmes d'armes. Et là, les répartitions sont très claires. Nous travaillons évidemment, et nous avons un secrétariat commun avec le commissariat du numérique de défense, mais il y a bien une rationalisation plutôt qu'une multiplication des structures dans le domaine.
Et troisième chose, et puisque vous avez vu que par exemple l'AND va rejoindre ce CND, donc vous avez vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus lisible. L'amiade, troisième chose, c'est pas un objet publicitaire, l'amiade, c'est simplement que là aussi, c'est un peu comme le numérique en fait. L'IA, c'est la prose de Monsieur Jourdain, tout le monde va en faire sans le savoir. Et comme tout le monde en fait, il fallait bien qu'on ait un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre qui ne soit pas là uniquement spectateur, qui soit capable d'organiser la recherche et de pouvoir produire. C'est ce que nous avons fait avec un laboratoire qui a été créé au sein du campus de l'école polytechnique et avec cette amiade avec un pôle de production à Bru, au sein d'ailleurs du centre de l'ADGA, qui s'appuie sur des personnels de l'ADGA. Et donc dans cette vision, alors je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, et comme c'est prévu, cette amiade va rejoindre une autre agence et il y aura cette contraction, mais compte tenu du rythme qui nous semblait nécessaire pour accentuer et accélérer le déploiement de l'IA au sein du ministère, eh bien c'est la raison de la création de ces entités. Vous voyez qu'on n'est pas dans une logique de surenchère, mais bien dans une logique de rationalisation. Merci beaucoup, Monsieur le délégué général, pour toutes ces réponses nourries. Merci, mes chers collègues. Suit l'audition du chef d'état-major des armées. Donc, nous faisons une petite interruption de 2-3 minutes et nous reprenons tout de suite nos travaux.